Bonjour à tous et bonjour Euseb, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 11 septembre et c'est le jour de la sortie de ton livre, Euseb, aux éditions Marco Pieter, Euseb Riochet, Covid-19, guerre ouverte contre les peuples, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Euseb Riochet, donc pour ceux qui le connaissent ou ne le connaissent pas, a coécrit avec moi plusieurs chapitres de mon livre Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, aux éditions L'Artilleur cette fois-ci, où on a parlé notamment de modélisation et de comment est-ce qu'on modélisait les courbes épidémiques et du fait qu'on n'en a jamais trouvé de courbes de propagation épidémique avec les données de mortalité de ces dernières années. Voilà, donc ça nous a fait bizarre à tous les deux. Euseb, moi je l'ai rencontré la première fois en lisant des articles du blog de Jean-Dominique Michel, sur lequel Euseb avait diffusé des choses, notamment sur le Rivotril, qui m'avait paru tellement énorme qu'au début je l'avais pas cru. Et donc Euseb, la première fois qu'il a entendu parler de moi, je crois en direct, c'est quand je lui ai envoyé un mot d'excuse pour lui dire que j'avais pas pris au sérieux son travail au début, et en ayant tout retravaillé, tout refait, ben non, il avait largement raison. Mais donc voilà, il fallait le faire, il fallait être capable de le croire. Et aujourd'hui, Euseb va nous présenter un certain nombre de messages qu'il y a dans son livre et qui sont fondamentaux, on va dire, pour comprendre jusqu'à quel point on peut se faire avoir et jusqu'à quel point le cynisme des puissants, jusqu'à quel niveau il peut être atteint. Voilà, Euseb, je te laisse la parole pour que tu puisses te présenter en quelques mots et puis pour partir directement sur ta présentation. Bonjour à tous, oui, alors je m'appelle Euseb Riochet et je ne suis rien et j'en suis très fier. C'est un choix de ma part de conserver, une sorte de neutralité en termes de titres et de compétences, parce que j'ai été, au début de cette affaire Covid, beaucoup déçu par l'attitude des élites, de toutes les élites en général, hein, principalement par celles qui passent à la télé, hein, avec leur jolie blouse blanche et puis leur air compassé. Qui souvent racontent n'importe quoi, qui n'ont même pas le niveau pour en parler, hein, ils savent pas de quoi ils parlent. Et aussi des autres, des élites, on va dire de la résistance, qui ont pour la plupart, à mon sens, été, vexés de ne pas être invités à la télé à la place des autres guignols. Alors au début, je pense qu'ils étaient sincères, hein, ils sont sincères dans leur démarche, mais ils ont mis du temps à se rendre compte qu'effectivement, il y avait une blessure narcissique. D'ailleurs, j'ai entendu, dans une interview Christian Perron le dire texto, hein, qui s'était senti humilié. Il dit: «Raoult, lui, il se sent tout le temps humilié, donc c'est pour ça qu'il se réagit toujours un peu de manière, vindicative, mais c'est son milieu qui veut ça». Donc ça, le monde de la recherche, c'est un milieu très narcissique. Il y a énormément de guerres d'ego qui ont lieu et le débat ne mérite pas ça. Le débat mérite d'être centré sur, les faits, sur, les théories, sur la recherche du meilleur choix commun et pour ça, si on se fie aux principes démocratiques, il faut que chacun puisse, intervenir de manière égale dans le débat et donc je n'ai pas voulu faire valoir les quelques titres dont je pourrais me vanter, hein, mais qui ne valent rien. Le seul titre qui importe, c'est celui de citoyen. C'est celui, qui a droit au débat d'égal à égal avec tous ceux qui sont sur les plateaux télé. Évidemment, on ne va pas inviter tout le monde, il y a une sélection qui se fait. Bah, d'ailleurs, toi-même, tu as été sélectionné par le peuple d'une certaine manière, hein, et puis il y en a d'autres. Et moi-même, si je suis ici, c'est que j'ai d'une certaine manière été sélectionné, mais d'une sélection un peu biaisée, vu que j'ai été sélectionné par des élites. C'est un peu la seule manière d'être écouté parfois, c'est de taper dans l'œil d'une grosse légume. Et c'est arrivé, j'ai eu de la chance, hein, bon, c'est sûr que c'est pas pour le plaisir de parler devant une caméra que j'ai écrit un livre et que j'ai publié quelques articles, mais c'est surtout pour essayer de faire passer un message qui n'était c'est même pas qu'il était pas entendu, c'est qu'il n'était pas dit du tout. On n'en parlait pas et j'ai essayé d'écrire, sur ce qui n'était pas dit et je me suis rendu compte que c'était pas fait, mais même dans la littérature, c'était pas fait. J'ai été amené à introduire un indicateur d'abandon de soins qui n'existe pas et personne s'est jamais intéressé à cette question. Ils me demandaient qui j'étais, ben voilà, je suis rien. Je suis un pauvre type comme un autre, qui a le privilège d'être invité, et puis ma foi, si ce que j'ai à dire intéresse les gens, tant mieux. Et si ça les intéresse beaucoup, ben, ils peuvent toujours, acheter mon livre, hein. C'est pas pour ce que ça rapporte, hein, parce que
ceux qui connaissent un peu le monde de l'édition savent que ça c'est une misère. Donc les fact-checkers qui disent: «Ouais, il fait ça pour le pognon», j'aimerais bien, hein. Donc si vous voulez m'offrir un café, achetez mon livre, je le boirai avec plaisir. Pour la petite histoire, le symbole, enfin le petit dessin qui est sur la page de présentation était un projet de couverture qui a été abandonné parce que même si la symbolique était forte, elle était trop compliquée à expliquer. C'est vrai qu'on imagine du coup, c'est les 2 serpents de la symbolique, médicale, non? Oui, alors c'est 2 serpents du bâton d'Hermès, à ne pas confondre avec le bâton d'Asclépios qui est, celui qui a été repris par les pharmaciens. Celui-là, alors ça dépend des pays, mais en France, bâton d'Hermès représente, la médecine. Bon, à la base, c'est pas vraiment médical, hein, Hermès, c'est le messager des dieux et 2 serpents, en gros, selon la symbolique acceptée, c'est les 2 forces antagonistes de la nature, quelles qu'elles soient, le bon, le mauvais, le haut, le bas, et dans notre cas, c'est l'équilibre des forces entre le peuple et les élites. Comme on le verra, on a une lutte, sociologique, voire anthropologique qui est à l'œuvre et si le monde va mal, c'est parce qu'il y a un déséquilibre. Il y a une partie qui est trop forte et une autre qui se laisse crever. Donc ce petit dessin était censé, symboliser toute l'affaire Covid. On a gardé la couverture beaucoup plus sobre et beaucoup plus lisible, mais qui signifie exactement la même chose, hein. La guerre ouverte contre les peuples, c'est la guerre ouverte qui a été déclarée par Emmanuel Macron, alors c'était en mars, le 16 mars, je crois. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, oui. Ils Alors sont en contre un guerre. virus officiellement, mais en fait, contre nous, réellement. Et quand je dis guerre ouverte, c'est vrai que c'est une guerre hypocrite parce qu'ils ont jamais dit, «C'est vous le peuple le problème», encore que Oh! le peuple qui désobéit, on n'hésite pas à le diaboliser, à un terme, inquisitorial. Donc il Oui y et a bien puis une lutte le qui est à l'œuvre et qui quand on si on met de côté le discours qui est toujours, démagogique et qu'on se concentre sur ce qu'on impose à la population, on est clairement dans une guerre et on verra dans le cours de la présentation que ce qu'on nous a imposé, ce sont des dispositifs de nature guerrière qui n'ont rien à voir avec la médecine, qui ont été associés à la médecine sur le tard, après 2020, mais avant, c'était des dispositifs purement guerriers. Alors que le confinement, le couvre-feu, c'est des problématiques guerrières. qu'ils s'en cachent, de moins en moins, hein. Ça fait assez longtemps que la problématique de le peuple est trop nombreux, est Oui, sortie le par peuple est les trop élites, nombreux, le peuple pollue, le peuple, exactement. dégage trop de carbone, oui, ça, oui, oui, c'est pas nouveau, oui. C'est pour ça que c'est pour à mon sens, c'est pas une guerre secrète, mais c'est pas une guerre assumée. Pour Non, moi, c'est pas c'est une pas une guerre guerre assumée. assumée par l'élite. Oui, Mais on pour a le moi, elle temps est faut pas ouverte, se hein. c'est trop Quand il a dit: «Nous sommes en guerre» et il a déclaré la guerre et c'est contre nous qu'il l'a déclaré, hein, c'est pas contre le virus. Donc fameux «Nous sommes en guerre», hein, donc si nous sommes en guerre, évidemment, c'est pas nous qui l'avons déclaré, on s'en fout un petit peu, hein, le Pékin moyen, il vit sa vie, il a d'autres problèmes. Ceux qui nous ont déclaré la guerre et ça ne date pas d'hier, c'est les élites, quelles qu'elles soient d'ailleurs et donc derrière cette guerre, il y a un projet criminel. On pourrait dire que la guerre est en elle-même un projet criminel. Mais là, il y a un désir de nuire qui se manifeste, qui s'est manifesté par différents effets. Bah, ces effets-là, je sors pas beaucoup, hein, c'est pas dans la rue que j'aurais pu le voir. C'est à travers les différentes statistiques qu'on voit ces manifestations-là. Ce qui est un paradoxe, c'est qu'il n'y a pas de surmortalité en 2020. Contrairement à ce qu'on raconte, il n'y en a pas. Bah, si on prend spécifiquement la période de la première vague, c'est-à-dire, si on divise l'année de juillet en juillet, on constate que, il y a pas de surmortalité, bien au contraire, la saison de la première vague 2019-2020, c'est une des moins mortelles de toute l'histoire de l'humanité. On n'est jamais aussi peu mort. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu le Covid, on aurait eu un été quasiment sans maladie de saison, ce qui aurait été assez bizarre. Donc si ces manifestations apparaissent, c'est pas en regardant la mortalité toute cause, parce que sinon on voit rien, du moins en 2020. Donc il faut analyser les choses de manière plus fine. C'est pour ça qu'il faut analyser les morts spécifiques à l'hôpital, en EHPAD et hors de l'hôpital. Alors après la vaccination, là on voit enfin quelque chose dans la mortalité générale. Là on n'a plus besoin de rentrer dans le détail, mais on verra, il y a plusieurs phases dans le projet criminel. Là, c'est avant tout la première phase, on va dire la phase Covid, la phase pandémie.
Et donc forcément, si un projet criminel qui se manifeste, les personnes qui sont à l'œuvre ont des moyens de faire en sorte qu'il advienne. Le projet criminel, qui est un projet assassin, forcément l'assassin, il a un couteau, il a une préméditation, il a quelque chose qui fait qu'il a envie de se débarrasser du type qui le dérange. Et bien là, on voit qu'il y a un couteau, enfin, alors c'est un couteau un peu plus abstrait que le couteau de l'assassin, mais qui est tout aussi efficace sinon plus. Et forcément, si les gens qui se sont fatigués à mettre en place ce projet criminel l'ont mené à bien, c'est qu'ils ont des objectifs. Ils ont envie qu'il y ait certains effets. En particulier, si la pandémie a été déclarée, c'est pour imposer le vaccin, c'est pour imposer le confinement, c'est pour imposer le couvre-feu. Ça, c'est des objectifs à court terme, on va dire, c'est des objectifs tactiques. Et derrière, il y a une stratégie, il y a des motivations. Et là, les motivations, pour résumer ça de manière simple, c'est le pouvoir et l'argent. On va entrer dans les détails lors de la présentation, mais grosso modo, c'est le pouvoir et c'est l'argent. Il n'y a rien de nouveau, hein. Ce qu'on vit, c'est une bascule civilisationnelle comme il y en a tous les 50 ans, tous les 100 ans. On a eu des guerres mondiales, on a eu la guerre de 1870, on a eu la Révolution française. Je parle de la France, hein. À l'étranger, ils ont leurs problèmes, mais il se trouve que la situation est mondiale, enfin mondiale, elle est occidentale, elle est centrée sur nos cultures à nous. Parce qu'ailleurs, ils n'ont pas vraiment de soucis. En Afrique, il n'y a pas de Covid, hein. Ils ont bien d'autres soucis. Enfin, on verra ça plus tard dans le détail. Premièrement, c'est comment on se rend compte qu'il se passe quelque chose. On se rend compte qu'il se passe quelque chose quand on voit que là où on nous promet une pandémie, on la cherche, on la voit pas. Mais les morts, il y en a quand même. D'où ils viennent ces morts? Normalement, s'il y a une pandémie, les gens sont malades, donc ils vont voir le médecin. Ouais, si c'est vraiment très grave, ils vont à l'hôpital. Sauf que là, en comparant les morts à l'hôpital et hors de l'hôpital, on se rend compte que les gens ne meurent pas à l'hôpital. Là, on voit sur ce graphique, et c'est assez étonnant, là, je le montre que de 2017 à 2020, mais si on remonte à 20 ans, j'ai pas de chiffres au-delà de 1998, mais de 1998 au 16 mars 2020, les courbes de décès à l'hôpital et hors de l'hôpital sont superposables. C'est assez étrange, on pourrait s'attendre qu'il y ait une proportionnalité. Quelque part, il n'y en a même pas. On décale les courbes et elles se superposent. Ce qui est signe qu'il y a un invariant quelque part, un invariant qui est lié à notre structure sociale, notre structure médicale, à notre réponse médicale. Donc on peut s'y fier pour pouvoir construire un indicateur qui est tout simplement la soustraction entre le décès à l'hôpital et le décès hors de l'hôpital ramené à la population. Et on se rend compte que les courbes sont superposables, sauf quand il y a le Covid. Précisément quand il y a les prétendues vagues. La partie grisée, c'est toute la mortalité qui a été abandonnée, qui résulte d'abandon de soins pendant les prétendues vagues de Covid-19. Et ça représente grosso modo le nombre de morts qu'on a imputés à la Covid-19. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont morts à domicile, là où normalement, on aurait dû voir des morts à Alors, l'hôpital, puisqu'il y a une alors à proportion qui est très domicile, régulière entre les 2. c'est hors de l'hôpital, donc c'est Oui, soit à EHPAD domicile, et aussi. soit EHPAD, soit on ne sait pas. Mais quand c'est à l'hôpital, on sait. Donc c'est pour ça que j'ai différencié à l'hôpital et hors de l'hôpital. De toute manière, quand on est très gravement malade et quand on a le Covid, si on en croit les statistiques médicales, on est 3 semaines dans le coltard, hein. Donc on est en prise en charge hospitalière normalement. Et bien là, on voit que non, on ne l'est pas du tout. Et on ne l'est pas du tout, mais vraiment pas. C'est-à-dire que l'hôpital n'a jamais été aussi peu sollicité que pendant les pandémies, ce qui est très très étrange. Normalement, quand il y a une pandémie, les hôpitaux sont saturés. Là, ils ne l'étaient pas du tout. C'est ce que disent les chiffres, hein. Évidemment, si on lit les journaux, si on regarde la télé, c'est l'inverse. On va voir que ce n'est pas du tout le cas, que les journalistes ont relayé de fausses informations. D'ailleurs, sur l'année D'abord, 2020, il me semble que c'est l'année sur laquelle la part de morts à l'hôpital est la plus faible de ces dernières années. En gros, les morts à l'hôpital, c'est à peu près 50 des morts français qui ont lieu à l'hôpital, et l'année moi, 2020, c'est c'est une année où ça a 50-50. baissé. Bah oui, d'où cette différence. C'est entre 30 et 40 000 décès, je pense, de mémoire. C'est à peu près ce qui, sur 2020, correspond à la part Covid. Alors évidemment, ceux qui sont morts, il y en a une bonne partie, comme c'est des personnes âgées, hein, ça concerne des personnes âgées. La plupart sont morts en EHPAD. Bon, ils seraient morts quand même, mais moins.
Et même si on meurt dans les 6 mois, on a droit à ces 6 mois de vie, hein, ne serait-ce que pour mettre ses affaires en ordre, comme on dit. Mais on n'en sait rien, hein. Il y en a qui seraient peut-être morts dans 20 ans, hein, qui auraient survécu jusqu'à 90, 95 ans, ça se voit de plus en plus. Même Hugo Frey qui s'est marié, il a 96 ans. Bon, donc toutes ces personnes sont mortes et elles sont mortes sans être prises en charge, ce qui en soi est problématique, plus que problématique. Le refus de soins, l'abandon de soins, c'est considéré comme un crime, hein, au sens du code pénal. Non-assistance à personne en danger. Donc là, il y a déjà un problème et on voit qu'il est spécifique à ces périodes et qu'il est proportionnel à la psychose covidienne. Mais on peut voir, même si ça nous paraît isolé quand on regarde le graphique comme ça, que c'est une politique qui remonte à bien avant. Si on regarde cet indicateur d'abandon de soins depuis les années 2000, c'est-à-dire depuis qu'on a des chiffres assez précis, bon, on voit que de 2000 à 2013-2014, c'est vraiment extrêmement stable. 15 ans de stabilité, c'est énorme, hein. Et c'est à partir de 2014-2015 que lentement, le recours aux soins s'est dégradé. Précisément, à l'époque, on a commencé à voir des articles de presse où chaque année, depuis 2014-2015, on voit les urgences sont saturées en hiver, les gens attendent sur les brancards, ils meurent dans les couloirs, etc. Cette saturation des hôpitaux, elle n'est pas nouvelle, elle date pas de 2020, elle date de 2014-2015. Et elle est liée aux politiques qui ont été menées par exemple par Jean Castex, qui était déjà à la manœuvre à l'époque pour réformer l'hôpital. C'est le passage à tarification à l'acte qui fait qu'on ne dote plus les hôpitaux en fonction de la population qui sont censés prendre en charge, mais en fonction du coût du soin. La Il faut tarification que à l'acte, l'hôpital oui. soit rentable financièrement. Ce qui fait que pour le rendre rentable, ben, c'est tout simple. Un malade, ça rapporte rien. Ça travaille pas, ça rapporte pas aux actionnaires, ça rapporte pas au capital, ça coûte à la collectivité. Donc, pour faire rendre un hôpital rentable, il suffit de plus soigner les malades, tout simplement. Alors, d'une part, on soigne moins les malades, mais surtout, on les soigne avec des médicaments qui rapportent. C'est pour ça qu'on passe à l'acte, parce que la tarification à l'acte, ça correspond à une idéologie du soin qui est un malade, un symptôme, un médicament. Et ça correspond pile poil à l'idéologie des labos pharmaceutiques. On ne parle plus de soins, on parle de traitement. Le soin, c'est holistique, c'est général, ça englobe tout l'individu. Le traitement, c'est purement de l'intelligence artificielle. C'est ce que dans les années 70, on essayait de faire avec les systèmes experts. On l'a essayé, hein, de faire des programmes informatiques, on saisit ces symptômes et puis il nous sort notre maladie et le traitement qui va avec. C'est exactement ce qu'ils ont essayé de faire d'un point de vue administratif, avec les groupes homogènes de malades, avec les classifications de maladies du style SIM10. Et donc, on voit que c'est un désastre. C'est une idéologie bureaucratique qui est pilotée par des intérêts financiers qui n'a plus rien à voir avec la médecine, hein. On ne soigne plus des individus, on traite des symptômes. La réponse de l'institution hospitalière aux besoins des malades n'est plus là. Depuis 2015, ça se dégrade, ça se dégrade, ça se dégrade, et on voit qu'à la fin, en mars 2020, il y a un énorme pic d'abandon de soins qui correspond à ce qu'on a vu précédemment. Mais là, on en voit l'échelle, hein, là, on mesure l'échelle de ce qui s'est passé. On a, du jour au lendemain, doublé les abandons de soins, c'est-à-dire qu'on a imposé à toute la France une médecine du 19e siècle. Et quand on impose à une population de médecine du 19e siècle, eh ben, on meurt comme au 19e siècle. Il faut noter que la mortalité qui a découlé de cette politique d'abandon de soins est équivalente à celle actuelle de la Hongrie. La Hongrie qui a une mortalité, je crois, double de la nôtre. Ils sont à 1 Quasiment. million, ramenés à notre population, je crois qu'ils sont à 1 million, 1,2 million à mourir chaque année. Alors que nous, on est 600 000. Et eux, ils ne crient pas au scandale parce que c'est normal pour eux. Bah, c'est un pays qui est plus pauvre que la France, c'est un pays qui n'a pas la même organisation, qui n'a pas la même culture médicale. Enfin, il y a énormément de facteurs qui entrent en jeu qui font que on peut doubler le nombre de morts si on change la stratégie de réponse médicale. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Progressivement depuis 2014-2015, puis brutalement avec le Nous sommes en guerre. Donc Ajoutons là, au on voit passage que le vieillissement des boomers qui ont commencé à fêter leur 70e bougie, à partir de 2015.
Donc on voit un peu avant, hein, leur passage en retraite. Bon et un retraité, c'est quelqu'un qui coûte. Donc Oui aussi, c'est un vieux, cesser de ça coûte et soigner ça rapporte rien. les retraités, ça a un certain intérêt, une fois qu'ils ont passé leur période où ils rapportent du pognon au capital, il est grand temps qu'ils laissent la place aux autres. Oui, alors on va détailler ça plus loin, parce que c'est effectivement un énorme problème. On peut penser effectivement que cette dégradation de la réponse médicale est liée à l'augmentation de la population à prendre en charge, puisque la population vieillit et quand on est vieux, quand on prend de l'âge, ben, on est de plus en plus souvent malade, hein, on meurt rarement bien portant, surtout aujourd'hui, hein, c'est à l'hôpital qu'on meurt, hein. On meurt plus chez soi dans son lit tranquille, peinard à 70 ans, on meurt à l'hôpital à 85, 90, 95 ans, parce qu'on est pris en charge. C'est normal de mourir à l'hôpital quand on est pris en charge. Ça fait pas de l'hôpital un lieu de mort, bien au contraire. Ça dépend des périodes. Mais on a cette dégradation qui est liée à une politique parfaitement déterminée. C'est pas un hasard si Jean Castex a été, je crois que c'était dès 2012, chargé de réformer, c'est-à-dire de liquider l'hôpital public et C'est même qu'ensuite a été 2007. chez ouais, ça s'est fait petit à petit, hein, mais on voit que ça a porté ses fruits et c'est pas un hasard si c'est lui qui a été, déclaré Premier ministre, nommé Premier ministre, pendant la Covid, parce que c'est lui qui était le plus à même de correctement détruire l'hôpital pour que ça a l'air réaliste. Parce qu'on a vu aussi, grâce aux statistiques de la TIH, hein, l'agence technique d'information hospitalière, qui a publié un rapport en 2021 sur le recours aux soins à l'hôpital et aussi chez les médecins de ville. Et il n'a jamais été aussi bas qu'en 2020. Oui, oui, tout à Donc fait. il y a une énorme pandémie, les hôpitaux sont saturés, mais les hôpitaux étaient encore moins sollicités qu'en 2019. Je crois que c'est une baisse de 15 à 20%, ce Sur qui est l'année, énorme. c'est 11 et en période dite pandémique, on est à -50, à -50. C'est assez étrange que sur toute l'année, les hôpitaux étaient moins sollicités et que quand il y avait des périodes pandémiques, ils l'étaient encore moins. Donc c'est pas non, tout est inversé, tout marche sur la tête. C'est pour ça que les manifestations d'un désir criminel. Alors là, je fais mon complotiste, hein, les complotistes se régalent. Quand on est face à de telles absurdités, les gens ne sont pas des idiots, même s'ils ne sont pas toujours très malins, ils ne sont pas à ce point-là. Le père Ubu, c'est une caricature. Mais quand on est face à des gens qui disent blanc et qui font noir, il y a un problème, vraiment un problème. Pour donner du sens aux événements, aux manifestations qu'on a vues, qui sont tout de même très étranges, on va analyser la réponse prévue face aux épidémies. Et cette réponse, elle a complètement changé à la mi-2019, à peu près à la même époque où le Forum économique mondial a fait une simulation d'épidémie avec à peu près les mêmes préconisations. Alors, avant 2019, les épidémies étaient encadrées par le plan Orsan-Epivac. Alors, Orsan, je ne sais plus ce que ça veut dire, hein, c'est Organisation de la réponse de santé aux risques sanitaires nationaux. Et Epivac, c'est le plan spécifique pour les épidémies et vaccinations. Et avant 2019, alors Epivac, je crois qu'il a été mis en place en 2016 de mémoire, mais c'est en fait l'état de l'art d'avant 2019, c'est l'état de l'art du monde d'avant. Avant 2019, la médecine de ville, c'était en première ligne, on allait voir son médecin si on était malade, ensuite le médecin décidait si on n'avait rien ou s'il fallait aller à l'hôpital. Tous les hôpitaux étaient habilités à recevoir les malades, plus de 1300 hôpitaux, et on commençait à soigner les patients dès qu'ils étaient reçus dans les lieux de soins. On n'attendait pas de savoir exactement ce qu'ils avaient. Et après 2019, on s'est mis à marcher sur la tête. On est passé au plan Orsan-REB. REB, je crois que c'est réponse aux épidémies, risques biologiques. Et là, c'est l'inverse. On désactive, on demande au front de se cacher dans les tranchées, hein, la médecine de ville est complètement désactivée. Les malades vont directement à l'hôpital, même s'ils ont le nez qui coule, mal à la tête, dès qu'ils ont un truc qui est estampillé Covid, c'est-à-dire tout et n'importe quoi, ils vont dans seulement 38 établissements qui automatiquement sont saturés, hein. 38 sur 1300, c'est vraiment très très peu.
Et surtout, les patients, on leur demande de ne pas les traiter tant qu'ils n'ont pas subi un diagnostic complet. Tant qu'on ne sait pas ce qu'ils ont, on n'y touche pas et ça peut prendre 1 semaine ou 2. Et là, au bout de 2 semaines, quand ils n'arrivent plus à respirer, on les intube et ils meurent. Sachant que l'intubation est tellement iatrogène qu'elle tue la moitié des gens rien qu'en intubant. On prend un type en bonne santé, on l'intube, la moitié qui meurt, hein. Je caricature peut-être, mais c'est presque ça. C'est un peu ce que dit la littérature. On peut taper, j'ai été regarder sur, ce qu'on voit sur internet, dans les préconisations, tout ça, c'est Mmh. très, très clair sur Oui, le fait que c'est très iatrogène, hein, il y a pas de problème. de mémoire, c'est entre un tiers et la moitié parce qu'il faut les mettre en coma artificiel, hein. Oui, oui. Et c'est pas bon d'être mis en coma artificiel. On voit bien le changement de paradigme entre les 2, où avant 2019, on a un patient qui est un être humain dont on doit prendre soin, et à partir de 2019, on voit vraiment le changement où l'être humain est devenu le nuisible. C'est-à-dire qu'avant, on a un malade, c'est quelqu'un dont on a une espèce de devoir moral, où il doit aller mieux, c'est notre priorité. Et à partir de 2019, avec le fameux plan Orson Welles, voilà, l'être humain, c'est un espèce de danger, c'est une arme sur pattes. Donc on considère qu'il est nuisible. C'est-à-dire que la première des considérations, c'est que le type qui est malade, c'est voilà, c'est un déchet, c'est quelque chose qu'il va falloir traiter, donc qu'il va falloir confiner, traiter, mettre dans un espèce de sac pour surtout pas qu'il contamine, c'est-à-dire qu'il rende malade le reste. C'est au niveau de la toxine. Le malade est un déchet toxique Oui, je dont dirais il faut peut-être pas faire gaffe. jusque-là. Alors c'est dans la tête de certains, oui, c'est ça, mais je pense que c'est plus un mépris de l'être humain. C'est que là, on est passé d'une médecine, humaine, c'est-à-dire un art médical qui prend en charge des patients, des êtres singuliers, à une médecine de masse, de type vétérinaire, où on traite les hommes comme des animaux, en masse, avec les mêmes traitements, les mêmes diagnostics et puis s'il y a un peu de mort, s'il y a du déchet, c'est pas grave, c'est pertes et profits. Alors effectivement, on peut prendre les hommes pour traiter les hommes comme des animaux, oui, on peut voir ça comme, quelque chose de haineux, c'est surtout, un profond mépris et on voit qu'à partir de 2019, la médecine n'est plus au service du malade. Mmh. La médecine est au service du pognon, de la rentabilisation et de la rationalisation des processus médicaux. Ensuite, on en voit les résultats. On a tout le monde, enfin tout le monde, presque tout le monde a vu ce petit flyer qui nous disait: «Faut surtout pas aller voir le médecin». Effectivement, c'est la première préconisation d'Orson Welles, hein. Alors, ça a duré qu'1 mois, je crois, hein, 2 semaines, 1 mois. Ensuite, on est passé au plan blanc, et cetera, mais le mal était fait. Et donc, on a dit surtout n'allez pas voir le médecin. On voit dans les statistiques, Sentinelle qu'effectivement les gens n'ont pas été voir le médecin. Alors sur cette affiche, on voit si vous avez de la toux, si vous avez de la fièvre, n'allez pas voir le médecin. Il faut savoir que la toux et la fièvre, c'est 2 symptômes d'une crise cardiaque imminente. Donc on risque d'avoir une crise cardiaque, surtout d'insuffisance cardiaque. On a du liquide qui s'accumule dans les poumons, ça fait tousser, ça fait un asthme et les chairs souffrent, et donc il y a une inflammation, on a de la fièvre. Donc dire n'allez pas chez le médecin si vous toussez, si vous avez de la fièvre, ça veut dire si vous avez une crise cardiaque, vous mourrez chez vous. Et c'est ce qu'on a mesuré dans les statistiques, et même les médecins ont remarqué qu'ils avaient moins de morts à l'hôpital d'AVC et de crise cardiaque, moins de consultations du moins. Et on voit que ce manque de consultation correspond exactement à la surmortalité à domicile. Là, je ne parle pas d'EHPAD, hein, je parle vraiment à domicile. C'est lié à cette politique qui est mortifère, hein. C'est criminel de faire ça et ils le savaient. Ceux qui ont fait ça, ils le savaient. C'est des médecins qui ont prévu ça, hein. C'est 300 personnes toutes les semaines qu'il a manqué pendant le confinement aux urgences cardiaques Voilà et autant aux urgences et je AVC. crois en tout, je crois que ça fait entre 2 500 et 3 000 personnes, C'est ça. si je me souviens bien. En tout cas, c'est significatif. Ça s'ajoute au nombre de morts toutes causes, mais ça ne compte pas dans les morts Covid. Donc, le Covid a tué plus de morts qu'on ne le pense, mais pas comme on le pense. Et donc, là, on arrive au principal problème, c'est les morts en EHPAD, où on se rend compte, quand on étudie les morts en EHPAD, que c'est les décrets gouvernementaux qui rythment l'épidémie et pas l'inverse. Là, sur le graphique, enfin, on a la mortalité toute cause, on voit qu'il y a une petite bosse, mais la mortalité Covid-19, elle, en gras, on voit qu'elle est extrêmement étrange. Elle démarre pile le jour où le décret 293 d'urgence sanitaire a été mis en place, le jour près. Et là, c'est une droite. Dans une épidémie, c'est jamais une droite. Quand on a une droite, c'est qu'on applique un plan. Sinon, on a une sigmoïde un peu tarabiscotée. Là, c'est une belle droite.
Le 29 mars, c'est le décret 360 qui met en place, c'est le fameux décret Rivotril. C'est pour ça qu'on a une petite cassure. On est passé du midazolam au Rivotril. C'était pas le même stock, il a fallu s'organiser. Donc on a deux tronçons de droite qui montrent qu'il y a eu un changement de stratégie, mais c'est des droites. C'est le fait que ce soit des droites qui montrent que ce n'est pas un phénomène naturel. Et ensuite, on est arrivé à une situation complètement absurde où presque 100%, entre 90 et 100% des gens n'EHPAD mouraient du Covid, ce qui est impossible. Il y a déjà la moitié qui meurt ordinairement de vieillesse. C'est pas possible. Il y a le cancer, il y a le diabète, il y a les AVC, les crises cardiaques. On meurt de tas de choses. On ne peut pas mourir que du Covid-19, sachant que les symptômes sont non spécifiques. C'est ce qui en a fait toute Et la beauté. ensuite, Tout peut être bah Covid. oui, bah Même oui, une tout est diarrhée Covid, ou un mais mal de ventre, c'est Covid. tout, c'est le bobo ventrou, hein. J'ai vu ça dans Is No Good, les spécialistes du bobo ventrou. On est à ce niveau-là. Et on voit que le 15 avril, pouf, ça s'arrête brutalement. On s'arrête de mourir du Covid-19. Du jour au lendemain, on dit ah, non, 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 et là c'est la date, il faut vous arrêter de mourir, les gars, hein. Parce que le décret Rivotril arrivait à son terme. On peut se dire, mais ça continue un petit peu quand même. C'est normal. C'est le décret 423 qui autorisait le Rivotril, a été abrogé par le. Alors, je ne sais plus dans quel sens, soit c'est le 423 qui a été abrogé par un autre, qui n'est pas noté ici. Et en fait, au début, le 29 du 3, tout le monde croyait que ça durait jusqu'au 11 mai, alors qu'en fait, entre-temps, un décret a dit non, 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 en fait, c'est jusqu'au 15 avril. Donc il y en a qui n'étaient pas au courant et qui ont continué du 15 avril au 11 mai, et au 11 mai, ça s'arrête. On voit que ça meurt et ça s'arrête parce que tout le monde a compris que le décret s'était terminé. Il a été réactivé après sous la forme d'un arrêté, donc maintenant le Rivotril s'est entré dans les mœurs. On a le droit de tuer les gens au Rivotril ou à d'autres produits, parce qu'on va voir que ces décrets, ils sont liés à la surconsommation de poison, hein. En particulier le Rivotril, qui a été autorisé exceptionnellement le 29 mars à la délivrance dans les cas de Covid-19, alors que le Rivotril, ce n'est pas un produit palliatif, c'est un antiépileptique. C'est ce qu'on donne aux gens quand ils ont des crises cloniques. C'est la version injectable. C'est quand quelqu'un risque de mourir de tétanie, on lui donne ça. Donc ça assomme un cheval, hein. Et quand on le donne à quelqu'un, donc ça provoque une détresse respiratoire et ça provoque une détresse cardiaque. On donne ça à une personne âgée, même normale, en 2 ampoules, elle est morte. Si c'est quelqu'un qui a une faiblesse, qui a la fièvre ou qui est malade, une ampoule, il est mort. Et là, on voit qu'une ampoule correspond à peu près à un mort et que la surconsommation de Rivotril correspond exactement à la surmortalité en EHPAD, donc il n'y a pas photo. C'est pas un hasard si les deux courbes sont aussi proches. Et évidemment, il y a toujours les esprits chagrins qui diront oui, mais il y a quelques différences. Mais là, on est dans une telle corrélation que même un phénomène naturel n'arrive pas. C'est impossible d'arriver à une telle corrélation dans un pays entier si on n'a pas derrière une volonté politique. Qui se retrouve aussi pour le Valium, qui est avec les Rivotril l'un des deux seuls médicaments qui a été surprescrit pendant la période Covid. Et on voit pareil qu'il faut à peu près une boîte pour tuer quelqu'un et que le nombre de boîtes correspond à peu près à la surmortalité. Alors c'est la même surmortalité, donc il y a une ventilation, hein, mais le Valium a été beaucoup moins utilisé que le Rivotril. C'est vraiment le Rivotril. Sa consommation a été multipliée par 3, 3,5 pendant les vagues, pendant le pic des vagues. C'est énorme. On avait atteint Et 4 ça fois en avril, je correspond, crois. voilà, à 3,6 ou oui, on va dire 4 fois, mais c'est du jamais vu. Et ça n'a pas baissé. Là, c'est la surconsommation. Normalement, ça devrait être à zéro. Là, on est dans des proportions qui sont délirantes. On ne soigne pas des épileptiques avec ça. Non, Non. Il y en a pas. J'ai pas entendu parler d'une épidémie d'épilepsie, hein, non. trop de BFM Même pour TV. le Valium, une épidémie même pas, le Valium, c'est un calmant, hein, donc épidémie de crise hystérique, non, non. On peut faire la liste de toutes les absurdités qui ont été mises en place, qui vont absolument contre l'idée qu'il y a eu une pandémie. C'est qu'on a supprimé en masse des lits d'hôpitaux en 2020, en 2021, en 2022. On sait depuis 1980, on a perdu la moitié de nos lits d'hôpitaux. On est au niveau de la Chine, hein. Actuellement, on est à 6 lits pour 1000, alors qu'on est pour 1000 habitants, alors qu'avant on était à 11, 12 pour 1000 habitants. Donc en fait, on est un pays du tiers-monde en termes hospitaliers et on tient que parce qu'on a un petit savoir-faire. Quand on regarde les statistiques de réanimation par classe d'âge, on se rend compte que pendant l'épidémie épidémique, on a refoulé les personnes âgées des réanimations alors qu'elles n'étaient pas saturées du tout.
Il y a une confusion entre les réanimations proprement dites et l'ensemble des lits de réanimation qui se décompensent en Soins continus, soins soins intensifs, intensifs. réanimation qui forment les Voilà. soins critiques. Voilà, donc les soins critiques, on a fait dans les médias une confusion entre soins critiques et réanimation, alors que là, on parle que des réanimations au sens strict, qui n'ont jamais été saturées. La moitié des lits étaient vides et on s'est permis de refouler les plus de 70 ans. C'est à peu près les mêmes qui sont retournés mourir en EHPAD. C'est lié. Évidemment, vu qu'on a une surprescription des poisons qui tuent, on a une sous-prescription des médicaments qui soignent habituellement les affections respiratoires aiguës, antibiotiques, antifongiques. Alors, je ne parle même pas de l'ivermectine et de l'hydroxychloroquine qui ont été interdits, alors que c'est des médicaments, on peut en manger comme des tic-tac, ça ne fait rien du tout. Alors, il ne faut pas confondre l'hydroxychloroquine et la chloroquine. Ça aussi, et là, j'en veux aux médecins de ne pas avoir remarqué. J'ai entendu seulement deux personnes faire la différence. Une qui était médecin, c'est Jade Allègre, c'est la seule que j'ai entendu dire attention, hydroxychloroquine et chloroquine, c'est pas la même molécule. Xavier Azalbert, qui n'est pas médecin, mais qui a fait remarquer en plateau que attention, c'est pas la même molécule. C'est les deux seuls. Alors que c'est pas du tout la même molécule, c'est pas la même dynamique. La chloroquine, la dose thérapeutique est très proche de la dose maximale. C'est elle qui est dangereuse, c'est la chloroquine. L'hydroxychloroquine, elle, a une dose maximale bien plus élevée, 2 à 3 fois plus élevée que la dose thérapeutique, donc c'est quasiment sans danger. D'ailleurs, quand on l'a prescrit au long terme pour des gens qui ont le lupus ou des choses comme ça, on ne teste pas la fonction cardiaque, on leur contrôle la rétine parce qu'il se trouve qu'au long terme, ça attaque la rétine. Donc là, il y a une confusion qui est criminelle. Et un dernier point qui lui aussi est criminel, c'est l'intubation systématique des gens qui sont susceptibles d'être classés Covid. Ça n'a jamais été fait, ça. Parce que l'intubation, c'est extrêmement violent. On en a parlé, ça tue la moitié des gens. Et on a intubé des gens qui n'étaient pas en détresse respiratoire, qui avaient juste des crises de panique. Parce qu'on a pris des crises de panique provoquées par le gouvernement et les médias pour des crises de Covid-19. On a des exemples. Et puis la cerise sur le gâteau, hein, c'est vraiment, parce que dans tout crime de masse, il y a les brigades de la mort, hein, c'est ce qu'on ferait sans eux, parce que ça va faire les gorges chaudes des historiens dans les années qui vont venir. C'est la mise en place des groupes d'intervention rapide à la PHP, c'est-à-dire aux hôpitaux de Paris. On ne sait pas ailleurs s'ils en ont mis en place parce qu'on n'a aucun texte qui atteste de leur existence. On sait qu'ils existent grâce à l'audition de l'Assemblée nationale des syndicalistes de la PHP qui ont dit oui, mais attendez, il y a des groupes d'intervention rapide qui ont été mis en place, qui injectaient du Rivotril sur un coup de fil, il n'y avait aucune loi Leonetti, ils débarquaient, ils piquaient, ils s'en allaient. C'est de l'euthanasie active. C'est complètement hors des clous. Là. Et c'est eux-mêmes qui le disent. Hein. C'est les praticiens lors de l'Assemblée nationale qui ont dit on est hors des clous. D'ailleurs, Éric Ciotti, qui était président de cette commission, a lui-même dit enfin, qu'est-ce qui se passe, c'est effroyable et tout, mais dans son rapport, il n'en dit pas un mot. Fait que dans le rapport de la commission de l'Assemblée nationale, on ne parle pas des GIR, on n'en parle pas. Il faut aller farfouiller dans Internet, trouver les minutes verbatim de ce qui s'est dit pendant ces auditions pour savoir si ça existait. C'était bien planqué, mais rien, on l'a trouvé. Il reste quand même le reportage aussi sur, c'est France Info, je crois, en direct avec, les personnes qui expliquent, bossant dans les EHPAD qu'on leur a demandé d'injecter du Rivotril. Toi qui Nous on a parlé du midazolam, le midazolam qui a le défaut d'être, distribué par les hôpitaux et donc on n'a pas de statistiques vraiment de Mhm. distribution. J'ai eu un témoignage dans une de mes conférences d'une personne travaillant en EHPAD qui était dans le 9-3 à cette époque-là et qui m'a confirmé qu'en fait, ils avaient des gros stocks de midazolam dans son EHPAD dans le 9-3 et donc ils n'ont jamais fait appel au Rivotril, mais qu'elle a eu des consignes très précises d'utiliser du midazolam avec en plus un opioïde, les 2 en même temps en cas de Covid et qu'elle a refusé avec sa collègue parce qu'elle sait très bien ce que ça fait, un Oui, oui, ils opioïde savent plus très bien. midazolam. D'ailleurs, on ne peut pas leur jeter la pierre parce que ils étaient entre le marteau et l'enclume et ils ont très très mal vécu, les personnels des EHPAD ont très très mal vécu ces périodes. D'ailleurs, à part dans un reportage ou dans certaines interviews, on n'en parle pas. Non, c'est une Là, omerta vraiment, totale. il y a toute une enquête à faire. Et là, quand les langues vont se délier, ça va faire mal. Parce que ce qui se passe là, dans cette courbe-là, je pense que la première partie du 24 mars au 29 mars, c'est du midazolam qui a été utilisé. Oui, probablement.
Le 29 mars, on est passé au Rivotril. Et c'est là qu'on a commencé à voir la surconsommation, parce que les statistiques qu'on a, c'est les pharmacies de ville qui sont sollicitées par les EHPAD, mais les pharmacies hospitalières n'entrent pas dans ces statistiques. Leurs consommations sont invisibles. Effectivement, s'ils avaient fait leur stock de midazolam, on n'aurait rien vu, on n'aurait rien su. On aurait vu quand même qu'il se passait quelque chose. Et pour la petite histoire, si on n'a pas eu de midazolam, c'est parce que les Anglais nous ont tout piqué. Ils ont piqué tous les stocks. Il y a eu une pénurie mondiale de midazolam. Et quand on regarde les données anglaises, on retrouve exactement ce genre de courbe, sauf qu'à la place du Rivotril, on a le midazolam. Donc tous les pays de la sphère OTAN, on est en guerre, hein, donc c'est normal que ce soit l'OTAN qui s'en charge, tous les pays de la sphère OTAN, ONU, Nations Unies, tout ça, enfin sous l'impérialisme américain, on va dire, ont mis en place des stratégies d'euthanasie active des personnes âgées. Au midazolam, quand ils avaient des stocks, et en France avec du Rivotril, parce qu'ils sont vraiment trop cons, ils ont tout fait pour se faire prendre. Merci les gars, grâce à vous, on sait que vous êtes des criminels. En plus, ils ont signé les décrets, ces cons. On a juste à regarder, à prendre les noms et à monter les tribunaux. Ça viendra, hein, ça viendra, mais on laisse le temps, on n'est pas pressé. On a eu une pseudo-pandémie provoquée par des absurdités complètement meurtrières. Pourquoi faire? Donc, pour imposer de manière tactique des suppressions de liberté individuelle. Pour généraliser du masque, le couvre-feu, le confinement et la vaccination de masse. Bon, ensuite, il y a eu d'autres choses, hein, parce que le climatisme est juste rajouté, mais on ne va pas tout de suite en parler. Peut-être même pas en parler, parce que sinon on n'aura pas le temps. Donc, pour les masques, globalement, avant 2020, le masque, alors j'ai mis un petit dessin, ça c'est issu de la revue Planète, c'est dans les années 60, où des anthropologues faisaient le rapport entre le masque de l'initié dans les rites africains et le masque du chercheur dans les rites européens. Il faut bien noter que dès cette époque, on avait bien compris que le masque était un symbole de science, un symbole de médecine, un symbole de la puissance du sachant. Le masque, de toute manière, même s'il était lié aux chercheurs, aux médecins, on savait qu'il était sans effet, même dans le bloc opératoire. On a quantité invraisemblable de recherches qui sont menées depuis les années 70 qui comparent avec masque, sans masque. Ça ne change rien. Seule chose qui change, c'est que d'une part, grâce au masque, le médecin est protégé des jets de sang, de lymphe, d'autres joyeusetés qu'on peut recevoir quand on opère quelqu'un. Donc c'est pour protéger le médecin. Et aussi que le masque, il n'est pas très bon pour la santé. On le porte malgré des miasmes, pas pour se protéger des miasmes. Il y a des expériences qui montrent que ça diminue le taux de CO2 dans le sang des chirurgiens, qui sont plutôt en bonne santé, donc ils supportent. Hein. Pour un malade, ça peut provoquer des hypoxies assez graves. On tombe en dessous de 90% de taux de CO2, pardon, d'oxygène. L'oxygène. On est en hypoxie. Et après 2020, comme par magie, pareil, l'état de l'art s'est complètement inversé, le port du masque est devenu vital, on ne sait pas d'où ça sort. Même l'OMS, avant 2020, disait que le masque, ça ne servait à rien. On s'est mis en tête que ça bloquait les virus, ça n'a jamais bloqué les virus, ça bloque même pas les bactéries. Je défie quiconque de porter un masque chirurgical en se faisant asperger avec une bombe au poivre. Hein. Même avec des lunettes et tout, c'est mort. C'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Les recherches qui ont été publiées depuis 2020 sont frauduleuses. Hein. Quand on les lit, on se rend tout de suite compte que soit les chiffres sont trafiqués, soit les résultats ne sont pas pertinents. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans ces recherches-là. J'en étudie une en détail dans mon bouquin, où il montre que le masque en chirurgical en synthétique vert protège mieux que le masque en tissu rouge. Hein. Si vous voulez être protégé des virus, portez un masque vert. Le rouge va vous rendre malade. On en est à ce point-là de folie. C'est pour ça que le symbole, aujourd'hui, le masque n'est plus le symbole du savoir, c'est le symbole de l'oppression. Et aujourd'hui, on le voit dans la sphère dite complotiste, on s'identifie plus aux mecs de droite là qu'aux mecs de gauche. Alors j'ai mis droite-gauche, c'est pas politique, hein, c'est juste qu'il faut bien les mettre d'un côté. Mais vraiment, on a une bascule dans la symbolique du masque. Dans la tête des gens qui nous imposent ça, ça reste un symbole, c'est un bâillon, hein, on masque le visage.
On ne peut plus communiquer correctement avec ça. Et donc, on passe, bon, le masque, évidemment, c'est une symbolique, mais le couvre-feu aussi. Le couvre-feu, on se demande pourquoi. Le couvre-feu, on va dire, c'est là qu'ils sont démasqués, si j'ose dire. Parce que le couvre-feu n'a jamais, jamais, jamais été évoqué dans un contexte sanitaire ou médical. Jamais. C'est une restriction temporelle des libertés fondamentales. C'est pour faire en sorte que les gens ne sortent pas la nuit, parce que la nuit, les gens complotent. Les gens, il fait noir, ils sont difficilement repérables. Et les cas en France de mise en place des couvre-feux, c'est uniquement pendant des occupations militaires. Il y a eu l'occupation allemande, il y a eu la guerre d'Algérie qui était uniquement là pour pouvoir capturer pendant la nuit les opposants du FLN qui se baladaient pour aller à leur réunion secrète. Ensuite, il y a eu les émeutes dans les banlieues pour pouvoir choper les gamins qui sortaient la nuit. Et puis, pendant les attaques terroristes à Paris, parce que c'est un réflexe autoritaire, en fait. Le couvre-feu pour lutter contre les épidémies, ça n'existe pas. De même que pour le confinement. Avant 2020, le confinement pour lutter contre les épidémies, ça n'existait pas. Il y avait à la limite la quarantaine, le lazaret, et encore, on disait oui, c'est bof. Dans toute la littérature, c'est pas ça qu'on préconisait. Et on savait très bien que le confinement, c'est une mise en prison, c'est être assigné à résidence. Les mecs qui sont en prison chez eux avec un bracelet, c'est du confinement. C'est une privation de liberté. Donc là, déjà avec le masque, le couvre-feu et le confinement, on a 3 privations de liberté fondamentales. Et donc le confinement, après 2020, c'est devenu vital, comme pour le masque. On ne sait pas d'où ça sort. Enfin si, on sait d'où ça sort. Rapport 9, Parce Ferguson. que, alors il y a Ferguson, mais il y a aussi l'administration Bush-Fils c'est dans un article du Times, il y a des gens qui ont enquêté, qui ont découvert que c'était une demande de l'administration de Bush de développer le confinement au cas où on en aurait besoin pour contrôler les foules. Et ils ont financé des tas de chercheurs pour laisser dire que le confinement, ça permettait d'arrêter les épidémies. Et réduire le R0, qui est une fumisterie, le R0 c'est une fumisterie, hein, il n'y a pas de transmission. Alors tu l'as montré dans ton livre, hein, il n'y a pas de notion de transmission, ni pour le Covid, ni pour la grippe en temps normal. On n'a jamais, même en Chine, où ils ont pratiqué le confinement parce que c'est un peu dans leur culture d'être aussi brutal sociologiquement, ils ont confiné des immeubles entiers, des hôtels. Le virus, on le détectait partout, il sortait quand même. Enfin, il sortait. Il ne sortait pas, c'est les gens qui tombent malades, c'est tout. En fait, on ne sait pas pourquoi les gens tombent malades en hiver. On ne sait pas. On peut lire la littérature, on ne sait pas. On suppose que, mais on ne sait pas en fait. Et quand on essaye de mettre en évidence une transmission, on ne la trouve pas. On la suppose, mais on ne la trouve pas. Et donc, pour étudier le confinement, là, j'ai fait un gros travail de modélisation mathématique pour vraiment déterminer si, dans le cadre des modèles épidémiologiques, ça avait un sens de confiner. Donc, on part d'un modèle compartimental SIRD. Alors, S, c'est susceptible, c'est les gens qui ne sont pas encore malades. I, c'est les infectés, c'est les malades. R, c'est les rétablis. Et D, c'est les morts. Et donc, pour pouvoir paramétrer ce modèle, j'ai utilisé les données de Howard InData, qui ont toutes les données de mortalité Covid pour tous les pays de la planète, qui ne sont pas toujours d'excellente qualité. C'est pour ça que je me suis limité à l'Europe. C'est les seuls pays où on a vraiment des données de qualité. Et pour les politiques de confinement, il fallait un critère vraiment objectif. Il se trouve que les gens de l'université d'Oxford ont développé une base de données de toutes les politiques non médicamenteuses gouvernementales appliquées dans tous les pays du monde. Oxford Covid Governmental Response Tracker. Et là, c'est vraiment, ils ont des critères vraiment drastiques, ce qui fait qu'on peut comparer les pays entre eux. Ce qui a permis d'inférer les paramètres épidémiques qu'on appelle bêta, gamma et delta. Bêta, c'est en gros la probabilité de se faire infecter, gamma, la probabilité de guérir, et delta, la probabilité de mourir. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la probabilité d'être infecté ne change absolument pas entre les pays où il n'y a pas de confinement et où il y a un confinement. J'ai séparé les pays entre ceux où le confinement est facultatif et ceux où il est obligatoire. Parce que sinon, on ne peut pas faire de détails, il n'y a pas assez l'échantillon est trop faible. Pour avoir un échantillon correct, il faut avoir 2 classes, qui sont assez équilibrées d'ailleurs. Et on voit que
Là où on disait aux gens de faire ce qu'ils voulaient et là où on obligeait les gens de se confiner, au niveau de, entre guillemets, l'infectiosité, parce que c'est relatif au modèle, hein. Je ne dis pas qu'il y a vraiment un virus et de l'infection. Je dis que si on suppose qu'il y a un virus et une infection, voilà ce qui se passe. Et il se passe que ça ne fait aucune différence au niveau de l'infectiosité. Donc, ça fait baisser le R0? Non, ça fait baisser que dalle. En revanche, au niveau du rétablissement des malades, il y a une différence. Qui commence à être significative. Il se trouve que le gamma, c'est la probabilité d'être rétabli, hein, donc plus il est haut, mieux c'est. Enfin, là, on voit que les pays qui confinent, ils sont dans les choux, hein. On se rétablit beaucoup moins bien du Covid quand on est dans un pays qui confine que dans un pays qui ne confine pas. C'est normal, quand on confine, on a un accès aux soins bien plus compliqué, ce qui fait qu'on ne survit pas aux soins, même à une maladie ordinaire. Donc du côté rétablissement, c'est un échec. Et du côté des morts, c'est un désastre. 2 fois plus de morts estampillés Covid, là où on confine obligatoirement et là où on confine pas. Si on adopte leur mode de pensée, les conclusions sont que leur mode de pensée est foireux. Le confinement fait exactement l'inverse de ce qu'il est censé faire. Il ne change pas du tout la dynamique épidémique, il empêche les gens de guérir du Covid et il tue ceux qui restent. C'est la comparaison entre la mortalité Covid selon le niveau moyen de confinement. On voit que plus on confine, plus on meurt, hein. C'est clair. Sauf la Suède, mais on en reparlera. Et donc, pour éviter le biais du comptage Covid-19, là j'ai pris la mortalité toute cause, et on voit que les pays qui ne confinent pas, on voit pendant la première vague, il se passe quasiment rien, une petite bosselette, c'est invisible, alors que les pays qui confinent, c'est eux qui ont eu une surmortalité, même assez élevée, je crois, plus de 20 à 30% de morts chez ceux qui confinent que chez ceux qui ne confinent pas, et quelle que soit la période. Alors, à droite de la courbe, c'est normal qu'il y ait beaucoup de morts, c'est l'hiver, hein. Gauche de la courbe, quasiment pas de morts, hein. On ne peut pas distinguer le nombre de morts de la moyenne des années précédentes. Donc c'est vraiment, c'est pas le confinement qui tue, c'est le confinement est le révélateur d'une politique globale mortifère. C'est ça qui compte. C'est le fait de ne pas soigner les gens, c'est le fait de tuer les malades en leur injectant du Rivotril, c'est le fait de refuser aux vieux l'accès aux hôpitaux. C'est ça qui compte. Le confinement, on va dire, c'est le révélateur d'une politique de brutalité. C'est les jusqu'au-boutistes dans lesquels on trouve ceux qui Voilà. ont confiné. Donc plus on confine et en Voilà. fait, plus on a fait tout le reste qui va avec. C'est le package complet, le Voilà. confinement. Le but du confinement, c'est la restriction de la liberté d'aller et venir. C'est à ça que ça sert. Évidemment, quand on restreint la liberté d'aller et venir, on restreint aussi la liberté d'aller et venir à telle et telle heure, on masque les gens, on les vaccine de force, on fait tout le panel. Donc non, le confinement, point de vue scientifique, ça sert à rien. Pire encore, ça rend malade les gens. Il ne faut pas faire ça. Et jusqu'au bout, ça les tue. Oui, oui, c'est une incarcération, hein. C'est bien que les gens en prison sont en très mauvaise santé. Le sort qu'on a réservé médiatiquement à la Norvège et à la Suède, aussi bien pour les covidistes que pour les résistants, tout le monde a raconté n'importe quoi, hein, vraiment. On a raconté que la Norvège avait confiné, c'est pas vrai. C'est le seul pays de toute l'Europe qui n'a pas confiné du tout sa population. La Suède, on a raconté qu'elle avait pas confiné, c'est faux. Un confinement niveau 1 sur l'échelle d'Oxford, c'est-à-dire qu'elle a appelé sa population générale à se confiner sans l'obliger. Alors que la Norvège n'a même pas demandé à sa population de se confiner. Elle n'a rien dit du tout. Ce qu'elle a fait, la Norvège, c'est qu'elle a pratiqué une quarantaine, c'est-à-dire qu'elle a demandé à ses malades de ne pas trop sortir, sachant qu'ils pouvaient aller se balader dans la rue. C'est pas si contraignant que ça. Et Euh, surtout, elle a pratiqué un suivi médical de ses malades. Bon, juste, elle a fermé ses frontières, mais confiner un pays, c'est pas fermer les frontières, hein. il y a eu quand même les ressortissants étrangers, j'ai des témoignages qui, eux, ont été mis en quarantaine d'office. Et c'est la raison Oui, pour parce que laquelle la Norvège a été pointée du doigt par l'Union européenne, puisque c'était la seule qui appliquait quelque chose qui pouvait avoir attrait au principe d'une pandémie qui se propage, c'est-à-dire appliquer le contrôle de ses frontières, mais évidemment, ça nuisait au business. Donc, elle s'est fait taper dessus. C'est un des pays qui s'est fait taper dessus le plus fort par l'UE, parce qu'elle ne confinait pas sa population, mais qu'à la place, elle gérait ses entrées-sorties. oui, oui. C'est d'ailleurs même les Norvégiens eux-mêmes ont critiqué la fermeture des frontières parce qu'il y en a beaucoup qui passent, qui travaillent en Suède. Enfin, il y a beaucoup
Ça bouge beaucoup dans ces coins-là. Donc oui, la fermeture des frontières, c'est le gros de la politique norvégienne. C'est-à-dire tous ceux qui passaient la frontière se retrouvaient en quarantaine. Mais c'est pas un confinement, ça. Et ce qui a fait Il y a que 40. quand on a dit que la Norvège confinait pas, moi j'ai reçu beaucoup d'appels de gens que bon, ça je me suis fait insulter de tout un tas de sortes, de gens qui connaissaient des ressortissants qui sont allés en Norvège et qui se sont fait, eux, mettre en quarantaine. Donc ils considéraient qu'il y en avait déjà Oui. une, mais non, c'est très différent. C'est pour ça qu'il faut se référer à des indicateurs rigoureux. C'est les mêmes critères pour tout le monde. Le défaut, c'est qu'ils considèrent les confinements généralisés. Ce qui fait que la Suède, bah, c'est pour ça qu'elle part un peu comme une anomalie, parce qu'elle n'a pas tant confiné que ça, mais elle a eu une mortalité très forte. Si on analyse la situation suédoise, on se rend compte qu'ils ont fait un confinement extrêmement dur des plus de 70 ans en maison de retraite. Et que ces vieillards confinés n'ont quasiment vu aucun médecin de toute la période pandémique. Ils sont morts en masse. Et c'est surtout pour ça que la Suède a un résultat qui est proche de celui de la France et de l'Italie, qui est 10 fois plus élevé que celui de la Norvège. La Norvège n'a rien eu, hein, 4 morts, 5 morts pour 100 000, c'est noyé dans le reste des morts, on ne voit rien. Alors que la Suède, 57, près de 60 morts pour 100 000, là il y a une énorme bosse de mortalité dans les statistiques. Donc il faut faire attention, entre guillemets, le bon élève, c'est la Norvège. La Norvège a toujours essayé d'appliquer les consignes les moins contraignantes pour sa population. Ça fait partie de la culture libérale protestante. Il y a une différence entre les pays du Nord, Suède, Norvège, Danemark et dans une moindre mesure l'Allemagne, et les pays du Sud, France, Italie, Espagne, qui ont durement confiné. Ce n'est pas tant le confinement qui importe, c'est le soin apporté aux personnes les plus fragiles. La Norvège a pris soin de des personnes les plus fragiles. Quand quelqu'un était en quarantaine, il était vraiment suivi. Alors qu'en Suède, bah, on laissait crever les vieux, on ne prenait pas soin des personnes fragiles. C'est ça le critère vraiment déterminant. C'est est-ce qu'on prend soin des personnes fragiles? Donc on sait très bien que la vaccination, ça ne marche pas, hein, la technologie ne marche pas, ni sur les animaux, ni sur les hommes. Les études ont été bâclées, sont complètement fausses, frauduleuses. Le consentement à la vaccination a été extorqué en menaçant les gens de perdre leur emploi ou de plus pouvoir aller au restaurant, de ne pas aller en vacances, etc. Mais surtout, si la vaccination c'était juste de l'eau salée, ma foi, on s'en fout. Mais là, c'est pas de l'eau salée, c'est un produit qui est toxique. Et c'est lui qui a fait augmenter la surmortalité dans des proportions telles que maintenant on la voit dans les statistiques globales. Donc l'étude est foireuse, je pense que c'est pas utile de détailler. Il y a des conflits d'intérêts partout. Les accidents vaccinaux ont été exfiltrés des études. Christine Coton en parle très bien, donc ceux qui veulent avoir plus de détails peuvent aller lire son livre ou voir l'interview que tu en as fait. Tous vaccinés, tous protégés, le livre de Christine Voilà. Coton. Il y a aussi les travaux de Pierre sur openvaet.org, qui est le blog qui tient un jour, qui est très très détaillé avec beaucoup de choses. Les deux sources sont très très intéressantes à aller voir. Oui, oui. Maintenant, depuis que les données Pfizer sont sorties du carton, il y a des tas de gens qui s'en sont intéressés. Donc, et la surmortalité, on va dire, c'est la nouveauté de 2021. J'ai calculé la surmortalité, mais j'ai divisé les périodes non pas de janvier à janvier, mais de juillet à juillet. Il faut surtout quand on traite des problèmes de santé publique, il ne faut surtout pas séparer les années de janvier à janvier. C'est une séparation administrative qui n'a aucun sens et qui coupe l'année pile au moment le plus instable en termes sanitaires, c'est-à-dire la période de la mortalité hivernale. Il faut couper l'année là où il ne se passe rien. Et il ne se passe rien, c'est en juillet. Donc là, je coupe l'année de juillet à juillet, ce qui fait que ça englobe la première vague, ça isole la première vague, hein, c'est une des vertus de ce découpage, et on voit que avant 2020 y compris, pas de surmortalité. La tendance était même plutôt baissière. Et que c'est à partir de juillet 2021 que vraiment la surmortalité a explosé pour atteindre 7% en 2021, 2020-2021, et je crois 4 ou 5% 2021-2022. C'est-à-dire ça n'a pas baissé. Et 4 à 5%, c'est la surmortalité par rapport à 2020-2021. Donc c'est énorme. On va dire 40, 50 000 personnes de plus, voire 60 000 de plus que d'habitude. On parle de surmortalité là. Hein. Là, il se passe quelque chose. Hein. En 2020, à partir de la mi-2020, il s'est passé quelque chose et on va voir ça. On voit surtout chez les personnes âgées
que le plus gros des morts n'a pas été causé par les vaccinations anti-Covid, mais par les vaccinations antigrippales. Il n'y avait plus de grippe pour qu'on a vacciné les gens. Et c'est la plus grosse campagne de vaccination antigrippale qu'on ait vue, je crois, de la décennie, si ce n'est pas au-delà. Je pense que Et elle a, c'est du jamais vu en termes de nombre. oui, oui. Alors qu'il n'y avait plus de grippe officiellement, donc c'est du délire. Et ça a occasionné un nombre de morts effroyable. On sait que la vaccination antigrippale provoque tous les ans un nombre assez important de morts, mais là, il y a une spécificité, c'est qu'on avait la politique Rivotril. Ça fait que tous les gens qui avaient des symptômes Covid, ils y passaient. Et il se trouve que quand on se fait vacciner contre la grippe, on a des symptômes grippaux. Ça fait partie des effets indésirables du produit. C'est écrit sur la notice. Alors, dans mon livre, je parle d'un autre phénomène qui est possible, c'est l'interférence virale, c'est-à-dire qu'un vaccin pour un virus peut rendre susceptible d'attraper un autre virus. Et il se trouve que les vaccins antigrippaux, selon une étude, rendent susceptibles d'attraper plus facilement les coronavirus. C'est des rhumes, hein, en fait. Mais à mon avis, c'est la bonne hypothèse, c'est l'abandon de soins et la maltraitance de ceux qui ont eu des symptômes estampillés Covid qui ont été provoqués par la vaccination. Pour être parfaitement exact, l'étude dont tu parles, que j'ai citée aussi dans mon bouquin, elle montre que quand on inocule un vaccin antigrippal à une personne, non seulement elle est malade avec les Oui, symptômes qu'on connaît, mais qu'en et plus, surtout malade. elle devient positive à toutes les recherches qui sont faites en termes de séquençage des dits virus. Donc, en fait, quand on est rendu malade par un vaccin antigrippal, derrière, on devient positif au test, et notamment au test Oui, pour le sachant que la coronavirus. positivité, ça veut rien dire, hein. Alors, j'ai cité la recherche parce qu'il faut être exhaustif, mais ces histoires de virus, de tests, de machin, c'est grand guignolesque, hein. Alors moi, avant toutes ces histoires, je disais ouais, les virus, je m'en foutais un peu. Maintenant que j'ai étudié la question, mais les bras m'en sont tombés. C'est la virologie, c'est de la pseudo-science, et je suis gentil. C'est honteux de voir ça, hein. Il n'y a aucune méthode. Tout est basé sur des préjugés blanchis par des méthodes algorithmiques. Maintenant, c'est simple, un virus, c'est une chimère numérique. C'est de l'intelligence artificielle. Ça sort d'un logiciel, mais ça n'a plus rien à voir avec la réalité. D'ailleurs, on a commencé la virologie alors qu'on ne savait même pas que les virus existaient, on n'avait aucun moyen de savoir qu'ils existaient. En gros, quand on ne trouvait pas la bactérie, on disait que c'était un virus. De toute manière, ce n'est pas la question, hein. Pour moi, la virologie, ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'on prend soin des gens ou pas. Et là, on voit que la vaccination est une maltraitance et qu'on a une grande corrélation entre les périodes de vaccination et 21 jours plus tard, les périodes de surmortalité. Parce qu'il se trouve qu'on s'est rendu compte en pratique et aussi pendant les études soit Pfizer, Moderna, etc., que la moitié des gens qui avaient un accident vaccinal, c'était dans les 3 semaines qui suivaient l'injection. Et c'est principalement cet intervalle qui est négligé, voire ignoré dans les statistiques. C'est-à-dire que 3 semaines après être vacciné, on est considéré comme non vacciné. C'est une arnaque, puisque c'est à ce moment-là qu'on a le plus d'accidents vaccinaux. Donc tous ces gens-là ne rentrent pas dans la catégorie, enfin ici, ils rentrent dans la catégorie Covid non vacciné, puisqu'ils ont des symptômes, ils ont de la fièvre, ils sont malades, quoi. Comme ils sont considérés entre guillemets non vaccinés, puisque c'est entre l'injection et 3 semaines plus tard, on dit qu'ils sont Covid non vaccinés. C'est pour ça qu'on a dit partout que les hôpitaux étaient saturés de malades non vaccinés. Non, ils venaient d'être vaccinés. On s'est rendu compte de ça en Angleterre parce qu'ils ont des statistiques assez complètes malgré tout, même s'ils les ont trafiquées. Et en Il y a un France, c'est nouveau pareil, fichier hein. qui est sorti en Angleterre, hein. On est dessus là. C'est écrit dans le fichier que du coup, en effet, les morts juste après la vaccination étaient considérés non vaccinés. C'est écrit dans le fichier et qu'ils ont corrigé 1500 personnes, un truc comme ça. 1500 personnes qu'ils ont corrigé. Donc, Ouais. on ne sait même pas si ça corrige la totalité du problème. Et voilà. Au moins, Ouais, on a maintenant, des on sait nouveaux très bien fichiers. que le jeu, ouais, mais le jeu, c'est de trouver où ils ont fraudé, hein. Maintenant, c'est plus amusant. Alors, chez les plus de 60 ans, voilà, vraiment la surmortalité, il n'y a pas photo, elle est corrélée, est très bien corrélée à la vaccination. Pour les moins de 60 ans, ben, il se trouve que on dit oui, les jeunes meurent beaucoup du vaccin. C'est vrai par rapport à la mortalité habituelle des jeunes qui est extrêmement faible. En fait, la dangerosité du vaccin augmente exponentiellement avec l'âge. Mais comme les vieux, ça mord d'un peu tout et n'importe quoi, les morts du vaccin sont noyés dans les morts habituelles. Donc, pour pouvoir voir la surmortalité chez moins de 60 ans, j'ai fait un cumul. Et on voit que, faut savoir que
début 2020, là, le 15 mars 2020, on a atteint le minimum historique de sous-mortalité des moins de 60 ans. Ils ne sont jamais aussi peu morts de toute l'histoire de l'humanité, connue. Et là, on voit que depuis qu'on vaccine, pouf, ça s'envole. Et on voit qu'à chaque fois qu'il y a une campagne vaccinale, il y a une belle pente ascendante qui montre qu'il y a une corrélation entre la vaccination et la surmortalité, qu'on voit aussi dans les courbes de Romomo, on les voit partout, c'est tellement énorme que ça crève les yeux. Alors, chez les nourrissons aussi, alors chez les nourrissons, il y a tellement peu de morts chez les nourrissons en France, la mortalité infantile est extrêmement faible, mais on voit quand même que, alors on n'a pas beaucoup de chiffres très précis, j'ai pas les chiffres pour les femmes enceintes, donc j'ai pris les 17-39 ans. Pour les bébés, j'ai pris la surmortalité des moins de 1 an. On voit quand même que 6 mois après la grosse campagne de vaccination des 17-39 ans, on a une augmentation significative des décès chez les moins de 1 an. Moins de 1 an, ça veut dire 0 et plus. Donc plus de 6 mois, ça veut dire qu'il y a des prématurés. Bon, j'ai une anecdote, hein, j'ai une proche qui a eu un bébé au mois de juillet et qui a vu la totalité du corps médical de l'hôpital venir voir son bébé en disant: «Oh, un bébé fini». Je précise que c'était une femme non vaccinée, et du coup le corps médical était visiblement très étonné et très, très content d'avoir, devant lui, un bébé fini pour une fois. Donc il y a des choses qu'on ne voit pas dans les statistiques actuellement, qui sont en effet, voilà, combien il y a de femmes qui, on voit la fécondité qui s'effondre partout en Europe, donc signe que les femmes, du coup, soit ça va pas à terme, soit qu'elles n'arrivent même plus à avoir d'enfants. Ouais, Alors, statistiques il faut être on n'a pas les prémats. faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de phénomènes qui peuvent faire baisser la natalité. Certes. Et, par exemple, la chute de l'URSS a fait baisser la natalité en Russie. Hein. Quand la société va pas bien, la natalité baisse. Certes, mais il y a eu Donc, un faut faire rebond de attention. natalité en 2021, c'est-à-dire juste après la fin des confinements, les gens se sont remis à faire des gamins. On est retombé sur les standards habituels. Ça, c'est dans quasiment tous les pays, hein. On a vraiment vu ce rebond de Oui, oui. natalité et ensuite il se réeffondre avec un gros effondrement pile 6 mois après la vaccination de masse des femmes. Vraiment, Oui, oui. Alors, je dis pas que c'est pas corrélé. D'ailleurs, sur ces courbes, on voit qu'il se passe quelque chose, même si c'est pas, les chiffres sont pas assez précis et que c'est délicat. Mais il faut faire attention aux cofacteurs bien sûr, possibles. mais on a des indices, disons qu'on a une somme d'indices concordants dans tous les sens, bon, sans compter les femmes qui se plaignent. D'ailleurs, un bon indice, c'est cette courbe que j'ai réadaptée je sais plus qui, ben, tu connais la référence, hein, c'est une personne qui fait une veille statistique sur la mortalité Covid, en particulier la mortalité des enfants. Christine McCoy sur son pseudo sur Twitter. Voilà, qui fait une excellente veille. Il n'y a pas assez de veille, hein. Moi, je suis trop paresseux pour faire une veille statistique, mais il faudrait le faire, hein. Et là, on voit que quand on compare la mortalité des bébés par date de naissance et la vaccination, là, on a une excellente corrélation qui montre bien que c'est vrai que la mortalité à la naissance des prématurés est bien liée à la vaccination des mères. Sachant qu'on n'a pas toutes les morts, parce que les grands prématurés, ils ne sont pas comptés comme des morts, hein, ils sont comptés comme des... Oui, oui, c'est considéré comme une fausse couche. Voilà, c'est une fausse couche, donc c'est un bébé mort-né, il compte pas, il n'entre pas dans ces statistiques-là. Oui, il faut qu'il naisse vivant, et qu'il soit suffisamment Voilà. avancé. Mais, mais là, il y a un gros problème, hein. Et justement, la prudence médicale aurait dû prévaloir. Il n'y aurait jamais fallu vacciner les femmes enceintes. Et là, on voit qu'il y a un gros problème. Et puis en plus, les enfants qui survivent, on ne sait pas s'ils vont survivre en bon état, hein, parce qu'on n'a pas de recul. Mais ça, on va avoir des grosses surprises, hein, dans le futur, hein. Alors ensuite, là où c'est le plus visible, c'est la surmortalité chez les sportifs. Alors, le nombre de sportifs qui s'écroulent en plein match. Donc ils sont jeunes, ils sont actifs, et c'est sans doute les deux qui fait que. Puis peut-être aussi qu'ils se dopent et puis que ça fait des trucs bizarres avec les produits qu'ils prennent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit sur cette courbe qu'en 2006, 2007, il y a eu une augmentation des décès par mort subite chez les joueurs de la FIFA, donc les footballeurs. Et cette petite augmentation, qui était sans doute due à un produit foireux, ils ont peut-être essayé le pot belge, j'en sais rien, ça a augmenté tellement les crises cardiaques subites
qu'ils ont mis en place un registre systématique du suivi cardiaque des joueurs de la FIFA. Ils ont une base de données de la santé cardiovasculaire des joueurs de la FIFA depuis cette date-là. C'est dire s'ils sont inquiétés, hein, pour une augmentation de 1, 2 à 5 morts par an. On voit qu'en 2021, on est à plus de 20 morts par an. Et ils ne sont pas inquiétés. Il y a une chance sur 1 milliard que ce soit une coïncidence, hein. Donc là, il n'y a pas de coïncidence. Il y a aussi la Et on coïncidence de peut... 2010 avec la vaccination H1N1, c'est marrant, hein. Oui, il y a des coïncidences comme ça. Mais là, c'est délicat parce que ils prennent tellement de saloperies, les sportifs, on ne peut pas savoir. Mais là, c'est 2021, c'est beau. 21. Franchement, c'est beau. Ils se sont tous mis d'accord pour mourir la même Oui, année, oui. c'est moche. Et c'est des données officielles, hein, de la FIFA. Donc pour comparer un peu ce que ça représente en termes de surmortalité, j'ai récupéré la surmortalité chez les triathloniens parce que le triathlon, c'est un des sports les plus violents pour le métabolisme, hein. Et donc en moyenne, chez les sportifs, tous les âges, c'est 1 mort pour 100 000, on va dire 2, ce qui correspond à peu près aux morts chez la FIFA avant 2006, hein. Ensuite, 40-49 ans s'augmente, 3 morts, 4 morts pour 100 000. Et puis, les plus de 60 ans, c'est 13 morts pour 100 000. Et on voit qu'avant 2006, donc oui, la FIFA, c'était comparable, hein, à 2 morts pour 100 000. Entre 2006 et 2019, on était à 3,76 pour 100 000. Donc, c'était pas super, mais on sait pourquoi. Enfin, on ne sait pas pourquoi, mais on sait que la FIFA a réagi. Donc, pour eux, ils ont jugé que c'était affolant. En 2020, année de la super pandémie, on est retombé au niveau d'avant 2006, donc le niveau normal. Et à partir de 2021, dès le début de la vaccination, on est passé à 16 pour 100 000. La vaccination, c'est le X2 de Champignac. C'est la piqûre qui rend vieux. Tu piques un mec avec le vaccin, il obtient un cœur d'un mec de 80 ans. Oui, c'est En ça. gros, c'est ça. La FIFA, c'est les pattes, quoi. Voilà. C'est les gens qui ont reçu et il y en a quand le muscle cardiaque a tellement souffert qu'ils ont fait des myocardites, des péricardites. Alors on dit ouais, c'est pas grave. Il faut savoir qu'avant, c'était surtout lié au rhumatisme articulaire aigu. Et ceux qui l'avaient, ils avaient le cœur foutu, ils avaient tous une crise cardiaque à 50 balais. Sauf s'ils avaient de la chance. Donc c'est pas anodin une myocardite, une péricardite. On garde des séquelles. Il faut un suivi médical à vie. Donc là, on voit que chez les sportifs, on a un révélateur qu'il y a quelque chose qui va vraiment, vraiment pas et qui est lié à la réaction du vaccin sur le système cardiovasculaire. Alors le vaccin attaque d'autres zones, il y en a chez les nerfs, il y en a chez les articulations, mais le système cardiovasculaire a l'air d'être pas mal ciblé, on ne sait pas trop pourquoi. Mais en tout cas, c'est un poison. Et donc on voit bien que cette surmortalité en France qu'on voit à partir de la période vaccinale, elle est liée aux produits injectés. Et plus le temps passe, plus on se rend compte que le poison contient. Enfin, c'est comme si tous les éléments du vaccin étaient empoisonnés. La gangue lipidique, les adjuvants, même l'ARN, sans même parler de l'encodage génétique, c'est un ARN tripatouillé avec je crois que c'est de la pseudo-uridine qui remplace l'uracile, qui fait qu'il se dégrade beaucoup plus lentement dans l'organisme. Et on ne sait pas ce que ça fait, un ARN qui se trimballe dans l'organisme pendant 2, 3, 4 semaines. Sans compter qu'il y a des scories. Quand on regarde bien le processus de fabrication du vaccin, on voit qu'il passe par des bactéries Escherichia coli mutantes qui produisent l'ARN. Et cet ARN est extrait des bactéries pour ensuite être placé dans des gangs lipidiques. J'ai une hypothèse, c'est qu'en fait, les process sont un peu foireux parce que pas de très bonne qualité parce qu'il faut produire en masse, surtout les vaccins sont de plus en plus mal réfrigérés. Il y a les consignes qui vont dans ce sens-là. Donc, à mon avis, il y a des Escherichia coli mutantes qui passent le crible, qui sont conservées à moins 80 dans les vaccins et qui sont injectées aux gens, qui se retrouvent infectés par des bactéries commensales qui sont programmées pour produire de la spike. Donc, ils doivent se retrouver avec des infections, ou voir peut-être que ces bactéries se réfugient dans le côlon, et là, elles produisent tranquillement de la spike qui est réabsorbée par l'organisme ad vitam aeternam. Donc, il y a Écoute, énormément de pistes, sans compter, à mon avis, l'histoire d'ARN, c'est du roman, hein. Il y a suffisamment de poison dans le vaccin pour expliquer sa toxicité. oui, et puis on sait qu'en plus, notamment sur Pfizer, ça a été redit par Pierre et Christine quand je les ai interviewés, hein, le produit qui a été injecté
n'est même pas celui qui a servi, à l'essai Pfizer. Déjà celui de l'essai, il fait des accidents qui sont pas piqués des verres avec des taux, de problèmes qui sont assez costauds. Mais même celui de l'essai, comme Pfizer a dit qu'ils étaient pas capables de le produire parce qu'il est trop pur et que c'est trop compliqué, ils allaient, fournir à la population un truc, qui serait, beaucoup plus merdique et c'est ça qui a été injecté à tout le monde. Donc c'est-à-dire un produit Oui, sur lequel il n'y a pas d'études, tout simplement. alors je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème et je les soupçonne même d'avoir rajouté des flacons d'eau salée dans certains lots pour, diluer les problèmes. On s'est rendu compte, en analysant certains flacons, il y avait de l'eau salée dedans et il y a même eu un cas en France où on a injecté de l'eau salée. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient injecté de l'eau salée à je ne sais plus combien de milliers de personnes, sauf que quand on regarde le protocole d'injection, c'est impossible de se planter à ce point-là. C'était dans les Puisqu'on EHPAD du dilue Nord, ouais. l'eau, on dilue le produit dans le flacon originel du vaccin. Donc c'est pas possible d'avoir de l'eau salée, sauf si dans le flacon, il y avait déjà de l'eau salée. Ce qui est une bonne méthode, hein, parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire, et puis il est aussi efficace que le vrai, hein, au niveau du Covid. Une bonne idée. Moi, c'est chapeau s'ils ont fait ça, c'est bien joué. Mais bon, voilà, on va encore découvrir des choses, hein, la recherche avance. Heureusement, la plupart des gens s'en sont remis, parce que les effets indésirables majeurs, c'est dans les premières semaines, mais il y en a qui vont en chier pendant des années et des années. Donc là, on a passé la partie, on va dire, statistique. Maintenant, il faut expliquer pourquoi. Là, on a regardé le comment. Hein. Là, il faut expliquer pourquoi on a fait tout ça, pourquoi maintenant. Ah, il se trouve que 2020, c'est une période charnière. On l'a vu venir hein, depuis 2015, justement, depuis que la santé se dégrade, l'hôpital se dégrade en France. Tous les économistes par le monde tirent la sonnette d'alarme en disant 2009, la crise de 2008, pardon, c'était la der des der, on s'en est relevé, on ne sait pas trop comment, mais là, on va droit dans le mur. C'est fini. L'économie, dès 2015, les économistes vraiment au courant de la situation disaient l'économie est foutue. L'économie mondiale est foutue. Il y a une réponse de type civilisationnel qui a été faite à cette panique. Ils sont en panique, hein. Les élites sont en panique, ils essayent de sauver leur modèle de société, et ils sont prêts à tout. L'inflation, le risque de longévité, qui est un élément majeur d'explication de la crise du Covid, l'instrumentalisation des pandémies grippales, qui date d'il y a plus de 25 ans, et puis évidemment la guerre entre les riches et les pauvres. C'est un classique, mais on va quand même en parler parce que c'est déterminant aussi. Donc, qu'est-ce que c'est la planche à billets? Ben, techniquement, on appelle ça les actifs des banques centrales. Et il se rend compte que la planche à billets, on la fait toujours marcher en temps de guerre. Tout simplement parce que pour financer l'effort de guerre, on a besoin d'argent frais. Et que c'est trop compliqué de le prendre aux gens. Donc, on imprime des billets. C'est un peu comme si on leur piquait sans toucher à leur portefeuille. Ça marche très bien. On voit qu'il y a un pic pendant la guerre de 14-18, on a un pic pendant la guerre de 39-45, et on a un troisième pic qui a commencé en 2000, un peu avant 2008. On n'a jamais vu ça. Hein. C'est plus fort que tout. Là, c'est la catastrophe mondiale qui se construit depuis plus de 15 ans. Ça fait 15 ans que ça couve. Ça fait 15 ans qu'on finance à mort la sauvegarde d'un système zombifié. Je pense que c'est le mot, c'est l'économie mondiale est zombifiée depuis 2008-2009. En 2008, l'économie est morte et ils la maintiennent artificiellement en vie à coup de planches à billets. Donc ils impriment des billets, puis ils les distribuent aux riches pour essayer de maintenir leurs prétentions. Et ça va éclater, c'est une bullification. Et en fait, le Covid, c'est le colmatage d'une bulle qui éclate. C'est-à-dire que la seule solution qu'ils ont trouvée à la faillite de leur modèle de société, c'est la dictature, sous la dictature sanitaire. C'est un prétexte. Et donc, pourquoi s'en prendre aux vieux? Pourquoi instrumentaliser les pandémies? C'est parce qu'on a un gros problème. C'est les retraités. On a le papy boom. C'est-à-dire qu'après le baby boom de l'après-guerre, on était content quand il y avait beaucoup de jeunes, c'était les 30 glorieuses, mais maintenant que ces jeunes sont vieux, il faut payer leur retraite. Mais il n'y a plus de sous. Les caisses sont vides. Ils ont tout claqué en bourse, il n'y a plus rien. Il faut savoir que les retraites, par capitalisation au niveau mondial, ça représente un tiers du PIB. Donc en gros, dans un système par capitalisation, le travailleur, il capitalise, au lieu de cotiser à une caisse comme chez nous en France, il capitalise dans un fonds, en gros il fait des économies qui sont soumises à l'inflation. Une fois retraité, le fonds fait travailler ses économies, mais en général il n'y en a pas assez. Hein, pour pouvoir vivre des intérêts de son fonds, il faut avoir une fortune vraisemblable. Donc en pratique,
ils vivent à la fois des intérêts et à la fois ils rognent le fonds de manière à ce que quand ils ont l'âge de mourir, il n'y ait plus rien dedans. Donc le fonds fait son petit calcul, il évalue l'espérance de vie de sa population de cotisants, et une fois qu'il a fait son calcul, il dit ouais, bon, ils vont mourir vers 75-80 ans, bon, on va faire en sorte que les cotisations couvrent cette période-là, on va dire de 65 à 80 ans. Après, le fonds est à zéro, on s'en fout, ils sont morts. Et s'il y a des survivants, bah, le fonds il paye de sa poche. Alors je ne parle pas de la retraite sur répartition parce que ça ne rapporte rien au capital et que les fonds de retraite mondiaux ne rêvent que d'une chose, c'est de se débarrasser de la retraite par répartition. Le problème de la longévité, c'est qu'un retraité, ça rapporte rien au capital, et quand il dépasse l'âge de maturité du fonds, il coûte des sous au fonds. Et le problème, et c'est ce que Jacques Attali évoquait dans son interview pour le livre L'avenir de la vie, et c'est le Forum économique mondial a aussi dit la même chose, c'est qu'on vit trop vieux, et c'est dramatique, c'est pas bien de vivre vieux, parce que ça coûte cher aux fonds de pension. Et le problème, c'est que ces fonds de pension, ils sont foirés, ils ont sous-estimé l'espérance de vie des cotisants, ce qui fait que là, ils vont y être de leur poche, mais sur un tiers du PIB. C'est non seulement la ruine des fonds de pension, mais c'est la ruine de l'économie mondiale, à cause des vieux. Donc ils n'ont pas le choix. S'ils ne se débarrassent pas des vieux, physiquement, c'est la fin du capitalisme. Et là où il y a des retraites par répartition, c'est pas compliqué, il faut supprimer les retraites, il faut les réviser. C'est pour ça que le mec de BlackRock, Larry Fink, est venu voir Macron avant la réforme des retraites. Ça fait partie du même phénomène. Il faut se débarrasser des vieux et il faut arrêter de les payer. Et les pandémies du siècle, depuis à minima 98, depuis qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un pépi boom, sont utilisées pour combler les crises économiques. En 98, on a eu la crise des marchés obligataires. Peu de temps après, hop, grippe aviaire et l'économie a redémarré. En 2002, il y avait un krach boursier rampant. Ils ont inventé le strass dans la foulée et ça rétablit la balance. En 2008, il y a eu la crise des subprimes, énorme machin qui a failli faire péter l'économie mondiale. Et hop, H1N1, qui comme par magie a rétabli l'économie. Et en 2020, comme j'ai dit, l'économie est foutue. Qu'est-ce qu'ils font, Covid-19? Donc ça sauve les investisseurs et en plus ça tue des vieux. Donc c'est exactement ce qu'il leur faut. À la marge, ça rapporte du pognon aux labos pharmaceutiques et à ceux qui investissent. Mais ça c'est à la marge. Je dirais c'est le sommet de l'iceberg. Plus important, c'est de sauver les fonds de pension, c'est de sauver l'économie. Mais ça suffira pas parce qu'ils savent que leur économie est foutue, qu'elle est bullifiée. On l'a vu dans la courbe bilan des banques centrales. On vit avec de la monnaie de singe. Là, on est à 70% de monnaie de singe. Quand on est peut-être à 80% maintenant. On ne peut On pas s'en rend, vivre avec de la monnaie de on singe. s'en rend pas tant Ça va compte que s'effondrer. ça. Normalement, la théorie économique dit que plus on imprime de monnaie et plus il y a de l'inflation, et elle a été relativement modeste ces dernières années, tout simplement parce que c'est de l'argent non circulant. Donc c'est de l'argent Oui, qui c'est est de l'argent imprimé investi. en quantité phénoménale et qui n'arrive jamais dans l'économie réelle. Et ce qui fait que Non, voilà, ça ça fait va une- directement, c'est de l'argent qui va directement dans les bénéfices des riches. Les ça. riches, ils n'ont qu'une obsession, c'est avoir des rendements à deux chiffres. Donc l'État leur imprime des billets pour qu'ils soient contents. Mais à la fin, ça pourrit l'équilibre économique. Et ça fait aussi des Parce super qu'avec puissants cet qui vont argent tout acheter. gratuit, ils achètent des choses réelles. Voilà. Bah oui. Et donc, dans le cas français, l'obsession des riches, c'est de prendre aux pauvres. Et les pauvres sont toujours trop riches. Ce qu'on voit là, c'est la répartition du PIB, c'est-à-dire dans quelle poche vont la production annuelle des Français en termes de richesse. L'État, en vert, consomme 12% du PIB. Donc l'État coûte trop cher, il y a trop de taxes, tout ça, c'est des conneries. Quand on fait le bilan, l'État, il coûte depuis la fin de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, 12% du PIB, ça n'a jamais bougé. L'État ne coûte pas trop cher. C'est faux. Les retraites, c'est 8%, 10%. On voit que ça augmente un peu depuis 2006-2008. Ça atteindra peut-être 12-13%, mais c'est quasiment rien. On voit que c'est des clopinettes, donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la courbe rouge. Le problème, c'est la courbe, c'est la part du capital, c'est la part des riches, c'est la part des investisseurs qui atteint un minimum en 56. En 58, ça a recommencé à augmenter. Moi, je ne dis pas ce qui s'est passé en 58, vous enquêterez.
Et depuis, la seule obsession des riches, c'est de prendre la part des pauvres. Alors on comprend mieux pourquoi quand les travailleurs récupéraient 50% du PIB, comment un ouvrier faisait pour se payer une maison avec un seul salaire. Alors que maintenant, bon ben, les travailleurs, ils se partagent plus que 30% du PIB. Sauf que les riches, ils ont un problème. On voit que depuis le papy boom, depuis la crise économique 2008, ils n'arrivent plus. On voit que la courbe rouge, elle s'essouffle. Même elle baisse, c'est dramatique. Les riches sont moins riches. Pourquoi? D'une part à cause des retraites, qui leur mangent. Parce que leur problème, c'est qu'ils ne peuvent plus prendre d'argent aux pauvres. Pauvre. J'ai plus rien. Parce qu'ils en ont plus assez. Ils peuvent plus, et puis ils sont protégés par leur contrat de travail. La seule part qu'ils peuvent prendre, c'est les retraites, parce que c'est dépendant des caprices de l'État, et les revenus des travailleurs indépendants, parce qu'ils ne sont pas protégés par un contrat de travail. Ce qui explique les politiques récentes, en particulier pendant le Covid. Et ensuite, l'inflation, l'inflation, c'est tout simple, hein. On augmente les prix pour augmenter la part bénéficiaire, parce que les matières premières n'ont pas augmenté, l'énergie n'a pas augmenté, rien n'a augmenté sauf les profits. Donc, à un moment donné, augmenter les prix revient à augmenter le bénéfice. L'inflation, c'est pas monolithique. Il faut voir dans quelle poche l'argent va. Et ce graphique, en fait, il explique entièrement la politique des détenteurs du capital des 70 dernières années. Et on peut vérifier au niveau mondial, cette fois, ça vient du magazine Forbes qui fait une revue de tous les milliardaires. Et on voit que le nombre de milliardaires ne fait qu'augmenter, mais dans des proportions invraisemblables, hein. Il a été multiplié par 5 en 20 ans. Et forcément, comme si ce n'était pas assez, la fortune des milliardaires a elle-même augmenté, la fortune totale. Et elle a été multipliée par 7-8. La fortune moyenne des milliardaires, c'est-à-dire on prend toute la fortune des milliardaires, on divise par le nombre de milliardaires, on voit qu'elle n'est pas régulière et qu'à chaque crise financière, eh ben, elle baisse. Elle baisse même fortement. On ne s'étonne plus du hasard, du fait qu'après les crises financières, il y a toujours une pandémie qui leur permet de retrouver leur fortune d'avant. On voit qu'en 2008, il y avait une augmentation très sensible de leur fortune depuis la crise de 2003. Ça s'est effondré, ça a repris et ça s'est réeffondré en 2020. Il y a un autre endroit où il y a une diminution, c'est en 2016. Le problème, c'est qu'en 2016, ils n'ont rien pu faire parce qu'il y avait les élections présidentielles aux États-Unis et que Trump a gagné. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement anti-Trump. C'est parce que Trump, c'est leur ennemi. C'est un peu paradoxal parce que Trump est un milliardaire lui aussi. Ils font corps quand c'est dans leur intérêt. Mais le reste du temps, ils s'entrecraignent. Et Trump est leur ennemi, tout comme Poutine, hein. Tous ceux qui nuisent à l'augmentation de la fortune des milliardaires, c'est pire qu'Hitler. À la faveur des élections présidentielles de 2017, il ne s'est rien passé parce qu'il ne pouvait rien faire. 2020, c'était l'année idéale parce qu'il n'y avait pas d'élection majeure dans aucun pays riche, il ne se passait rien de spécial. C'était vraiment l'occasion idéale et on voit que grâce à la pandémie, leur fortune a même dépassé le niveau de 2008. Mais ça ne va pas suffire parce qu'ils savent très bien, on l'a vu sur le schéma sur la planche à billets, que de toute manière ils sont foutus, c'est bullifié. À un moment donné, ils imprimeront des billets, mais ils pourront prendre des feuilles A4, ce sera la même chose. Donc ils ont planifié tout ce qu'il faut pour asservir les pauvres. C'est-à-dire, si les pauvres ne veulent pas donner, ben on va leur prendre. Alors il faut habiller tout ça dans une idéologie, c'est ce qu'ils font. Ils ont appelé ça le Great Reset. C'est organisé par le Forum économique mondial. Klaus Schwab et Thierry Malray, je crois. ils ont décidé quelque chose qui ressemble comme de gouttes d'eau au fascisme. Alors je ne parle pas du fascisme en termes d'insultes commodes politiques. Là, je parle du fascisme historique, celui défini par Mussolini dans ses écrits. Et Mussolini décrivait le fascisme comme une voie de sortie du capitalisme, qui était aussi une voie de sortie du communisme, hein. C'était ce qu'il appelait une troisième voie, et c'est exactement ce que propose le Great Reset, hein. Il ne propose pas le communisme, évidemment, mais il propose une voie de sortie du capitalisme. Ça commence à ressembler de loin. Et le point le plus important, et qui est vraiment, c'est le fondement du fascisme, c'est la fusion entre les entreprises et l'État. Mussolini a pensé cette fusion comme une mise des entreprises au service de l'État pour une politique de grands travaux. Là, c'est pas vraiment la même chose, c'est l'inverse. C'est la mise de l'État au service des entreprises pilotées par BlackRock, où Larry Fink, par exemple, fait office de président du monde, hein. On ne voit pas la différence entre le PDG de BlackRock et le président du monde. Il défile dans tous les États, il donne ses consignes, il s'en va. Il est là, le vrai fascisme, il est dans la mise sous tutelle
de l'État par les entreprises et par la fusion État-entreprise. Alors évidemment, il y a tous les petits détails, on va dire folkloriques du fascisme, le consentement par la terreur, on voit que le covidisme, le climatisme, et puis on en a rajouté, hein, il y a la peur de l'inflation, il y a aussi le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, l'anti-LGBTQRXYZX, isme. Tout ça participe à un climat de terreur qui justifie une action autoritaire. Il propose aussi des choses assez étonnantes, par exemple la suppression de la propriété privée, mais attention, c'est uniquement la propriété privée des pauvres, c'est-à-dire qu'on louerait tout. On louerait notre logement, on louerait notre voiture, on louerait peut-être même nos meubles, qu'on pourrait sous-louer à nos voisins pour se faire un peu d'argent. Tout serait en leasing, sauf qu'on ne deviendrait jamais propriétaire. Les propriétaires, ce seraient les riches et les pauvres seraient locataires et pourraient se faire couper les vivres à tout moment, hein, évidemment. Suppression des libertés individuelles, ça aussi, on l'a prévu, mais on en a vu les prémices dans le covidisme. On a perdu la liberté d'aller et venir, la liberté de parler, la liberté de penser, la liberté de culte, on a tout perdu, hein. Puis une frugalité imposée. Il ne faut plus manger de viande, il faut vivre dans des boîtes à chaussures, il faut plus s'éloigner de 15 minutes de son logement. Évidemment, frugalité aux pauvres seulement. Les riches continuent à se balader en avion privé pour aller à Davos. On a des slogans assez étonnants. Celui que je présente ici, c'est celui de Ida Auken, qui était une ancienne ministre de l'écologie du Danemark, qui a dit, texto, qu'il a même publié hein, dans un article, Bienvenue en 2030, je ne possède plus rien, je n'ai plus de vie privée. Et la vie n'a jamais été aussi belle. Et ils ont raccourci ce slogan en je ne possède plus rien, je ne posséderai plus rien et je serai heureux. Ils l'ont vraiment publié texto verbatim. Et donc le monde qu'on nous promet, c'est la convergence des pires, qu'on connaît déjà parce qu'elle a été théorisée, romancée. Alors c'est des romans qui font écho à la réalité, hein. C'est pas des œuvres de pure fiction. Le modèle orwellien, c'est le modèle stalinien. Donc on a tous les absurdités, la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force. C'est dans le livre 1984 et c'est mis au goût du jour de manière assez cynique par nos gouvernants, en France comme ailleurs. On nous promet la paix en faisant la guerre en Ukraine. On n'est pas en guerre mais on est en guerre, mais on n'est pas en guerre. Alors attention, on est en guerre mais on n'est pas en guerre. On nous explique que pour être libre, il faut consentir à se faire vacciner, il faut plus sortir de chez soi, il faut rentrer à telle heure. Évidemment, il faut bien voter. Faut pas, si on vote mal, c'est-à-dire contre le gouvernement, en fait, il faut être condamné à la mort sociale. Puis l'ignorance c'est la force, évidemment. Il faut laisser faire les fact-checkers pour qu'ils nous expliquent ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qu'on doit croire, ce qu'on ne doit pas croire, ce qu'on doit lire, ce qu'on ne doit pas lire. Parce que pour savoir si quelque chose est vrai ou faux, il faut le lire. Mais eux, ils nous disent qu'on n'a pas le droit de le lire parce que c'est complotiste. Mais eux, ils l'ont lu. Ils ont le privilège de la lecture, ces gens-là. Nous, on l'a Alors pas plus. On a toujours, perdu. hein, si tu te rappelles de la petite vidéo que j'ai faite sur mon bouquin, je te rappelle qu'ils en ont parlé pendant une bonne demi-heure sans en avoir ouvert une page. Ah oui, c'est vrai que ça fait partie des bizarreries, des absurdités. C'est-à-dire que comme ils sont tout le temps dans l'insulte permanente, ils ont horreur du débat parce qu'à chaque fois ils le perdent. J'ai vu Thomas Durand sur Sud Radio, c'était pathétique, le pauvre, j'avais mal pour lui. Ils ne viennent quasiment jamais en débat et rares fois où ils y font, ils se font démonter. Donc ils n'ont pas besoin de lire. Il suffit d'insulter, de faire des amalgames. Alors c'est très intéressant de les écouter parce que c'est vraiment l'exemple à pas suivre. Ça me rappelle le petit bouquin de Schopenhauer, L'art d'avoir toujours raison. Ils accumulent les stratagèmes, les sophismes, sans jamais attaquer le fond. Mais le but pour eux, c'est de dire surtout n'allez pas par là parce que c'est fasciste, c'est nazi, c'est antisémite, c'est la race pure, etc. Et on en vient au quart d'heure de la haine, qui était un des rituels décrits dans 1984, qui était contre Goldstein, le grand méchant, avec le livre de Goldstein, qu'il ne fallait absolument pas lire, mais qui a été écrit par le gouvernement pour contrôler l'opposition. Et donc, ils avaient le quart d'heure de haine où tous les jours, pendant un quart d'heure, toute la population devait haïr l'image de Goldstein. Chez nous, c'est les antivax, les pro-Trump. Puis il y en a d'autres, hein, l'extrême droite, les complotistes. On ne va pas faire la liste parce que ça grandit chaque jour. Les Convergence gynécologues rouge-brun, transphobes qui ne veulent pas recevoir à leur cabinet des hommes, comme c'est arrivé oui, hier. voilà, ça devient délirant, mais toutes ces histoires de haine, de transphobie, tout ça, ça nous amène à un autre modèle
qui lui n'est plus un modèle fasciste comme celui d'Orwell, mais un modèle totalitaire, celui d'Aldous Huxley qu'il a romancé dans Le meilleur des mondes. On a pris ce roman pour un roman de science-fiction, pas du tout. Le frère d'Aldous Huxley, Julian Huxley, était un membre fondateur, je crois même le président d'une association eugéniste anglaise. C'était une personne très, très influente. Et en fait, ce que décrit Aldous Huxley, c'est ce qu'il a entendu dans les salons feutrés des élites anglo-saxonnes. Il a aussi, je crois, été contemporain de la découverte et de la mise en production des amphétamines qui s'est faite aux États-Unis. Aujourd'hui, ils sont tous accros aux amphettes, hein, les Américains, c'est pas compliqué. Il propose une société de caste avec les alphas qui gouvernent, les bêtas, les gammas, les deltas qui n'ont rien, qui travaillent comme des cons et qui par leur statut génétique ne pourront jamais aller au-delà de leurs conditions. Il y a évidemment un contrôle technologique de l'individu, les corps, comme on le voit, nous on a le vaccin, on a ce qu'on appelle le transhumanisme. En fait, c'est la modification technologique des corps pour suppléer à une nature défaillante, comme la connaissance, le pouvoir humain serait supérieur à l'équilibre de la nature. La censure des esprits, via le fact-checking chez nous, via la censure des réseaux sociaux et la criminalisation de certains types de pensées. Un des points les plus polémiques, mais qui est vraiment à l'œuvre et qui est explicite chez certains, c'est la diabolisation de la famille, parce que la famille a toujours été un noyau de résistance. C'est le noyau anthropologique de la société. C'est là que les instincts se révèlent. On ne peut pas attaquer la famille sans retrouver, par exemple, on dit souvent, quand les femmes sont dans la rue, le pouvoir est foutu, parce que c'est l'enseignement des révolutions. Quand les femmes sortent, c'est que vraiment la famille va plus, c'est que la survie de la progéniture est menacée. Comme dans le roman du meilleur des mondes, la promotion des sexualités stériles. Dans le roman, il parle de l'ignoble viviparité, c'est-à-dire la reproduction sexuée, qui est diabolique, puisque eux se reproduisent en usine avec une chaîne pour les alphas, une chaîne pour les bêtas. Avoir un enfant naturel, c'est dramatique parce qu'il serait hors caste, il serait libre. Et c'est aussi un réflexe très connu des dominants qui veulent absolument contrôler la sexualité, c'est-à-dire le pouvoir de reproduction de leurs subalternes, de leurs sujets. C'est un fantasme de contrôle de la manière dont peuvent se reproduire les sujets. Le mariage, c'est ça. C'est un contrôle par la société de la sexualité. Si on n'est pas marié, on n'a pas le droit de se reproduire. Et là, ça va au-delà, c'est faut plus se reproduire du tout. Donc, on fait la promotion de toutes les activités sexuelles possibles. En plus, ça occupe les gens, donc tant mieux. D'ailleurs, dans le roman, c'est une activité de loisir, la sexualité, et doit le rester. Dès qu'on commence à lui donner un sens, c'est fini, on est le diable. Et ça fait étrangement écho aux pratiques auxquelles on assiste actuellement, qui, on le sait, sont financées et promues par différentes associations. On parle de George Soros, l'Open Society. On sait qu'il est derrière pas mal d'associations qui luttent pour la destruction du modèle familial qui est comparé à un modèle fasciste. Dans ce cas-là, l'être humain est fasciste et puis on s'arrête là. Donc tout ça est assez inquiétant, mais n'est pas étonnant. C'est dans le sens de l'histoire, c'est un sens anthropologique, c'est naturel, rien d'autre à faire. D'ailleurs, c'est tellement ancré dans notre nature qu'on retrouve des traits archétypaux de nos sociétés traditionnelles, comme l'avait décrit par exemple Georges Dumézil. Il avait reconnu dans les sociétés traditionnelles trois castes, les bellatorés, c'est-à-dire les chefs, les guerriers, et les oratorés, les druides, les prêtres, c'est-à-dire les savants, et les laboratorés, les travailleurs. Et puis il y a une quatrième caste qui n'est pas nommée, c'est celle des intouchables, celle des parias, de ceux qui sont hors système, condamnés à la mort sociale, les non-vaccinés, les antivax, qui fait que la science s'est mutée en une religion, en un scientisme, mais pas le scientisme du 19e siècle. C'est pas du positivisme, c'est un panthéisme, c'est-à-dire qu'on identifie la divinité à l'univers lui-même, mais paradoxalement, c'est pas un panthéisme matérialiste, c'est un panthéisme vitaliste, c'est-à-dire que le principe vital est distinct de la matière et c'est le monopole des savants. En collège, ceux qui respectent le consensus ont ce pouvoir de créer la vie, tout simplement. C'est-à-dire ils sont meilleurs que la nature. Grâce à la vaccination, on va dépasser le système immunitaire naturel. Grâce au transhumanisme, on va atteindre la singularité. Mais si vous, si moi, si toi, Pierre, tu le fais, toi, ça marche pas. Hein. Toi, tu n'es pas un scientifique. Tu n'es pas dans le consensus. Donc, tu peux faire ce que tu veux, ça ne marchera jamais. Ce qui montre que ce n'est pas un matérialisme. Puisque nous, ça ne marche pas.
alors que eux, ça marche. C'est vraiment les pays occidentaux, avec leur culture occidentale, qui ont ce problème-là. C'est pour ça qu'on retrouve des parallèles avec les sociétés celtes à travers les trois castes, les sociétés catholiques, protestantes. C'est vraiment ancré dans notre culture. Et la vaccination apparaît vraiment comme un rite de lustration, un baptême, hein, qu'il faut répéter un peu à la manière des pentecôtistes. Il faut se repurifier à intervalles réguliers par des ablutions. On trouve ça aussi dans le monde musulman, les ablutions avant la prière. C'est exactement ça. Et le transhumanisme fait figure de transfiguration. Hein. La singularité ressemble beaucoup à la parousie, hein, c'est-à-dire le retour du Christ. Vous savez, une fois que l'intelligence artificielle aura atteint la singularité, ils deviendront plus intelligents que les humains et on pourra leur laisser les clés du paradis. On a vraiment quelque chose de délirant dans l'eschatologie. Et évidemment, on a une notion qui nous vient surtout du judaïsme, c'est la punition collective. Il n'y a pas de notion de péché hein, dans le judaïsme, enfin pas en tant que tel, il y a des notions de faute. Et la faute collective est punie collectivement. La chute du temple, par exemple, la seconde chute du temple, l'épisode de l'Arche de Noé, ce sont des punitions collectives, les plaies d'Égypte. Donc le covidisme, le clivatisme, ce sont les plaies d'Égypte qu'on nous sert. Si vous n'obéissez pas au culte, vous serez puni. Si vous n'êtes pas des bons croyants, si vous ne coupez pas votre chauffage, si vous vaccinez pas, si vous changez pas de sexe, vous êtes des mauvais croyants, vous devez être punis collectivement. Et on retrouve ces symboles, y compris dans la manière de se présenter. Quand le christianisme absorbait le celtisme, les prêtres ont repris l'habit des druides. Et il se trouve que là, les scientifiques reprennent l'habit des prêtres. J'ai un petit exemple. Hein. J'ai mon habit de prêtre pour faire le ménage, mais il fera bien la blague. Voici ma veste, ma blouse de docteur. Hein. Faites-moi confiance, le vaccin est sûr et efficace. J'ai même mon petit chapeau de docteur, vous voyez. Hein. Il n'y a pas de problème. Et puis, je peux aussi dire des choses du style, si vous attrapez le Covid, mangez une banane. Je vous assure que ça marche. Et si vous ne le faites pas, vous irez même pas en prison parce que c'est même pas, on est au-delà du légal justement. C'est ce qui est étrange et révélateur dans ce qui nous arrive, c'est qu'on est passé du juridique au moral. C'est-à-dire tout ce qu'on nous impose, la vaccination, la mise à l'écart des non-vaccinés, c'est pas légal du tout, c'est même pas constitutionnel. C'est pas moral. Donc, on accepte la punition. La hiérarchie des normes a été entièrement inversée. C'est-à-dire que la morale est devenue le garant de l'ordre social. Puis le décret, en dessous, il y a la loi, et tout en bas, tout en bas, tout en bas, il y a la Constitution qui ne vaut rien du tout. D'ailleurs, on n'a même pas de nom pour nommer une infraction à la Constitution. Quand on a une infraction au Code civil, bon, on dit que c'est un délit. Quand on a une infraction au Code pénal, on dit que c'est un crime. Et quand on a une infraction à la Constitution, ben, il n'y a pas de bon, on s'en fout, on a le droit. Parce que de toute manière, on n'est plus dans le cadre juridique, on est dans le cadre moral. La loi ne compte plus, ce qui compte, c'est la volonté du roi, conseillée par ses prêtres. Et là, c'est la volonté du président, conseillée par ses scientifiques. Face à cette position qui n'est plus seulement une opposition peuple contre élite, c'est deux modèles de civilisation qui s'opposent. Un modèle vertical qui est autoritaire, qui est hiérarchisé, qui est contrôlé par les élites, où l'individu, le peuple, est entièrement au service du groupe. Enfin, quand je dis le groupe, en fait, c'est le service des élites. Hein. Donc là, les individus ont un devoir collectif de servir leur maître, qui sont la voix du peuple. Et évidemment, le chef part pour le groupe. Le chef incarne le groupe, comme dans les sociétés traditionnelles où le roi incarnait l'axe du monde. Et donc, forcément, ceux qui acceptent ce modèle vertical sont des gentils démocrates, des républicains, ils se vaccinent, ils votent à gauche, ils sont gentils. Et il y a le modèle horizontal, qui lui est plutôt le modèle accepté par on va dire les résistants, les opposants, donc qui sont plutôt individualistes, plutôt anarchistes, ils font leurs recherches eux-mêmes, ils pensent par eux-mêmes pour essayer de trouver et de donner un sens aux événements, ils sont plutôt territoriaux, c'est-à-dire qu'ils donnent une valeur à la souveraineté, au territoire, à la délimitation de l'espace où s'exerce la souveraineté.
puisque le mondialisme dilue et supprime la souveraineté des peuples, qui autrefois était une valeur fêtière, mais aujourd'hui c'est du fascisme, hein. Et évidemment, pour eux, le groupe est au service des individus, c'est-à-dire que le groupe doit préserver les droits fondamentaux individuels des individus. C'est le monde d'avant, hein, c'est les droits humains. Le groupe doit respecter les droits humains. Alors que dans le modèle vertical, les droits humains doivent se plier à la volonté du groupe, donc à la volonté du chef. D'ailleurs, le problème du modèle horizontal, c'est qu'il n'y a pas de chef. On l'a vu chez les Gilets jaunes. À un moment donné, il y avait un représentant des Gilets jaunes, un représentant informel, qui leur disait « Trouvez-vous un chef ». C'est un bon conseil. Le problème, c'est qu'ils en sont incapables. D'une part, parce que ce n'est pas leur mode de pensée, et d'autre part, parce que le modèle vertical leur a appris que se trouver un chef, c'était mal. Et le modèle horizontal, ceux qui y adhèrent sont de l'extrême droite, antisémites, fascistes, c'est la haine, tous les qualificatifs tombent. Là, on voit qu'il y a une dimension morale, hein, qui transparaît. Et donc, on retrouve cette dichotomie dans les différents pays, dans les différents bassins culturels. Alors là, pour la France, bon, je connais un peu le problème. Enfin, je consulte l'actualité, je connais des gens, donc, mais j'ai aussi regardé un petit peu, j'ai fait une revue de documentaires pour voir un peu ce qui en ressortait. Et il ressort que le modèle vertical et horizontal est bien délimité. Alors évidemment, le modèle vertical, c'est les vaccinistes. Ils sont laïcs, évidemment, ils sont républicains, ils sont démocratiques. Démocratie représentative, c'est-à-dire que c'est toujours les représentants qui parlent pour le peuple. C'est toujours ce que dit Macron, hein. Oui, le peuple a le pouvoir, à travers ses représentants, avec des élections dont on sait qu'elles sont complètement bidonnées. Ils ont tellement d'opportunités de bidonnage qu'on se demande pourquoi ils ne le feraient pas, et on n'a pas moyen d'enquêter. C'est ça la marque du bidonnage, c'est qu'on ne nous donne pas les moyens d'enquêter. Et ça, c'est extrêmement grave d'un point de vue démocratique, c'est qu'on ne peut pas valider le processus démocratique en tant que citoyen. Et donc, ils sont universalistes, globalistes, collectivistes, ils sont pour le gouvernement mondial, ils sont pour les institutions internationales, ils sont pour l'ONU, ils sont pour l'OMS. Et paradoxalement, ils se disent tous de gauche, mais ils sont de droite. Politiquement, ils sont de droite, c'est-à-dire ils sont pour la propriété, ils sont pour le capital, ils sont pour l'universalisme. Le capitaliste est universaliste, il veut que sa propriété soit respectée partout. Il veut que même s'il habite à l'autre bout du monde, que dans n'importe quel pays, sa propriété soit respectée. La seule manière d'avoir ça, c'est d'avoir un universalisme. Moi, je les définissent comme le camp du bien, toujours cette dimension morale, alors que les autres, ils sont anti-vax, ils sont souvent religieux. Il y a beaucoup de gens qui sont très investis dans leur religion, hein, quelle que soit cette religion. Ils sont plutôt pour la démocratie directe, comme les Gilets jaunes, hein. Ils ne veulent pas entendre les démocraties représentatives qui mettent au pouvoir les pires, à travers la manipulation des médias, principalement la manipulation des médias, mais aussi le fait que c'est toujours des riches et des libéraux qui accèdent au pouvoir, hein. Si on regarde, alors ça a un peu changé, mais très très légèrement, mais on était content d'avoir une femme de ménage à l'Assemblée nationale, mais la plupart, c'est des médecins, c'est des avocats, c'est des chefs d'entreprise, c'est ça l'écrasante majorité. Ils sont évidemment nationalistes, souverainistes, individualistes, c'est-à-dire qu'ils réclament une part du pouvoir décisionnel commun, ce qui est le fondement de la démocratie, hein, c'est que chaque individu, chaque citoyen a une part du pouvoir décisionnel. Et ça passe par la souveraineté du peuple, ce qui est refusé par le modèle vertical. Et évidemment, c'est des gens qu'on qualifie de droite, qui se croient parfois de droite, mais qui sont en fait politiquement de gauche, c'est-à-dire qu'ils sont pour la souveraineté des peuples et ils sont pour que le peuple puisse disposer des moyens de subsistance qui participent à son activité sociale, à travers le travail, à travers son action politique. Alors évidemment, je précise, je caricature, évidemment que je caricature, parce que sur une diapositive, je ne peux pas faire un diaporama de toutes les tendances qui peuvent exister sur le paysage national, mais on peut toujours les classer globalement dans ces deux cases, le vertical autoritaire et l'horizontal anarchique. Et dans les autres pays, c'est pareil. Au niveau européen, on voit que dans le modèle vertical, on a une... Alors c'est là qu'il y a une différence au niveau culturel, c'est que je différencie bien France et Europe. En France, on n'a pas une culture catholique, même si on a été catholique pendant très longtemps, on a plutôt une culture celte. Et on voit, par exemple, au niveau européen, que ce sont les pays de culture catholique qui ont le plus au pays aux injonctions vaccinales. Parce que dans la culture catholique, c'est une culture hiérarchisée, avec une hiérarchie ecclésiastique, avec en haut le pape,
dont les injonctions doivent être respectées à la lettre, en valeur d'évangile, hein. On accepte la contrainte politique, il n'y a parfois pas beaucoup de distinction entre le politique et le religieux, et les décrets de l'autorité sont révérés comme si elles émanaient de la divinité elle-même. Alors que dans le modèle horizontal, qui est plutôt une de culture protestante en Europe, comme en Suède et en Norvège, la base, c'est pas l'autorité, la base, c'est les écritures. Sont comparés, c'est les droits chez nous, pour nous, la base, ce serait par exemple les droits de l'homme. C'est pas les décrets du président, c'est les droits de l'homme. Dans la culture protestante, on prend sa responsabilité personnelle face aux Écritures, on doit obéir aux Écritures et ensuite on rend compte personnellement de ses fautes devant Dieu, une fois qu'on est mort. C'est plutôt des pays de culture libérale, mais libérale au sens philosophique, c'est-à-dire que chaque individu est garant par ses actes personnels de la bonne tenue du corps social. Évidemment, le respect des droits fondamentaux mène à une responsabilité personnelle libre. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de coercition dans ces pays de culture protestante, parce que pour eux, c'est impensable. On voit que ce n'est pas un problème religieux contre laïque, ça se révèle comme ça en France, mais au niveau européen, c'est plutôt culture catholique, le Sud, contre culture protestante, le Nord. Aux États-Unis, c'est encore différent, mais on retrouve cette dichotomie catholique-protestant. J'ai récupéré ces deux cartes qui sont très intéressantes, qui font le parallèle entre la répartition des mouvances religieuses aux États-Unis et la carte de la vaccination. On voit que ça colle très bien. C'est les catholiques qui se vaccinent et les protestants qui refusent la vaccination. Et au sens politique, c'est exactement la même chose. Les protestants sont plutôt républicains et les catholiques plutôt démocrates. On pourrait creuser encore plus cette analyse religieuse et sociologique, mais bon, c'est pas le sujet. Ça montre juste que cette notion de verticalité et d'horizontalité liée à la religion se retrouve aussi bien en France qu'en Europe qu'aux États-Unis. En Afrique, en Asie, là j'ai fait un petit pot pourri, c'est pas très charitable, mais ils sont un peu à la marge et on voit que c'est des pays compliqués à analyser parce qu'il n'y a pas de gauche-droite comme chez nous. C'est historique, c'est lié au droit romain, ça. Ils ont un droit coutumier qui crée une politique très verticale, hein. Il y a le chef et on obéit, comme en Chine par exemple. Mais au niveau religieux, c'est très horizontal. On a du bouddhisme, on a du shintoïsme, on a de l'hindouisme, c'est la foire et chacun fait un peu ce qu'il veut. Dans chaque patelin, il y a un temple où il y a 5-6 dieux qui se battent en duel. C'est pas le religieux qui structure, c'est plutôt le politique. Bien qu'il y ait une culture, on va dire de la corruption, mais une culture un peu du fauderchisme dans ces pays-là, c'est-à-dire qu'on cherche à sauver la face. On fait un peu ce qu'on veut, mais on sauve la face. Dans ces pays-là, on dit, par exemple au Japon, on dit jamais non. On sourit, fait un petit sourire gêné. On dit jamais non parce que on fait perdre la face. On perd la face parce qu'on n'arrive pas à satisfaire la personne qu'on a en face, et on lui fait perdre la face parce que on lui fait comprendre que ce qu'il demande, c'est impossible, c'est complètement idiot. Donc dans ces pays-là, je pense qu'il n'y a pas tant de vaccinés que ça, c'est-à-dire qu'ils font semblant, hein, ils piquent la coudoir pour sauver la face du politique et pour à la fois respecter leurs convictions religieuses, ils ménagent la chèvre et le chou. Donc c'est pour ça que, par exemple, en Russie, ils ont aussi facilement fait la bascule entre le Covid, qui était un peu mou hein, quand même. Bon, ils ont fait leur vaccin, mais c'était leur vaccin. Et puis là, on n'en parle plus. Hein, chez eux, c'est fini. Le Japon commence à en avoir ras-le-bol. La Chine, c'est un peu un outil politique de contrôle des peuples parce que c'est un pays qui est au bord de la faillite et que bon, ils savent plus comment le tenir. Donc on voit que c'est compliqué. Et là, je présente un peu, c'est aussi compliqué au niveau individuel. Et là, je présente par deux citations les deux opposés de la réaction possible aux événements. Sur celle de Kropotkin, qui était un révolutionnaire. Hein. Lui, il dit que dès qu'on voit un truc qui ne va pas, il faut réagir, il faut combattre, il faut lutter, lutter, et plus on lutte, plus on se sent vivant, ce qui n'est pas faux. T'es motivé, et puis le côté un peu dépressif, pessimiste, c'est celui d'Henri Laborie. À travers ses recherches, on avait déduit que, de toute manière, se révolter, ça sert à rien, parce que si on se révolte en groupe, on se soumet à un nouveau groupe, une nouvelle hiérarchie, une nouvelle idéologie, et ça recommence comme avant. Et si on se retrouve tout seul, on est tellement isolé, tellement faible qu'on se retrouve deux forces embrigadées dans le groupe. Donc la solution, c'est la fuite. Et quand Henri Laborie parle de fuite, c'est une fuite, c'est pas une fuite physique, hein, c'est une fuite dans l'imaginaire. C'est une fuite, c'est-à-dire on cultive son jardin, on reste chez soi, on s'occupe pas des autres. Et puis on attend que l'orage passe. Donc c'est difficile de garder une ligne cohérente face aux événements.
D'ailleurs, j'ai sans doute dit beaucoup de bêtises. J'espère que c'est des bêtises uniquement, on va dire de détail et pas des erreurs de fond. Mais ça, c'est le débat qui nous apprendra. Et ce débat, on l'attend depuis longtemps, on le voit toujours pas venir, hein. Il manque beaucoup. D'ailleurs, le débat est très important. C'est le débat qui permet de savoir qu'on se trompe. Hein, quand on raconte des bêtises, il y a toujours quelqu'un qui pour nous dire: «Ouais, vous êtes pas sûr de raconter des conneries là?» Puis: «Ah ouais, peut-être bien», et puis on vérifie, on va sur internet, on regarde et puis on croise les données, on arrive à un consensus parfois. Et les fact-checkers et les soi-disant scientifiques, ce qu'on pourrait appeler les oratorés du néo-scientisme, tiennent le débat en horreur parce que de toute manière, les gens qu'ils auraient en face d'eux seraient des gens qui n'ont aucune valeur sacerdotale. C'est un peu comme demander à un prêtre de parler à un hérétique, ça n'a pas de sens. Ces gens-là ne veulent pas du débat, ils sont là pour apporter la bonne parole et puis c'est tout. Paradoxalement, le jour où il y aura un débat, en fait, il n'y aura plus de problème. Ce sera fini depuis longtemps. Et là, on distribuera les bons et les mauvais points d'une autre manière. En attendant, on débat entre nous, ça nous permet de passer le temps et de nous donner l'impression qu'on sert à quelque chose. Je pense que l'avenir est déjà écrit et qu'il y aura une révolution, quelque chose d'approchant. Quel visage elle prendra, j'en sais rien, mais on peut faire ce qu'on veut, elle arrivera quand même. Donc oui, ce qu'on fait là, c'est se donner bonne conscience en passant le temps. Même si certains prennent plus de risques que d'autres. Pour l'instant, personne ne me connaît, donc on m'embête pas. Mais il y en a d'autres qui ont quand même payé leur prise de position. C'est un choix personnel, hein. On peut aussi choisir de rester dans son coin et d'attendre que le mauvais temps passe. Mais c'est pas très glorieux. Et puis on n'est pas sur Terre pour se faire chier. Il faut aussi un peu mettre du piment dans le plat. Je te confirme que ça met un peu d'ambiance Voilà. d'ouvrir sa gueule parfois. On fait des chouettes rencontres, il nous arrive des choses dans notre vie professionnelle, voilà, on profite. Donc merci Euseb Alors d'avoir. le livre est apparemment en rupture de stock chez Amazon, hein. Même pour ceux qui ont passé la précommande, il faudra attendre encore un mois ou deux. Donc faut mieux le commander chez l'éditeur, directement chez Marco Pieter sur leur site. Très bien. Je le remonte une fois, Covid-19, guerre ouverte contre les peuples. Euseb Brioché ici présent, et donc on est déjà en rupture de stock chez Amazon, c'est pas mal. Tout à fait. Mais en effet, même les éditeurs qui osent prendre des risques en publiant des gens qui ne sont pas dans le moule, et Marco Pieter, il a diffusé un paquet de bouquins qui sont intéressants et qu'on trouve pas beaucoup chez les éditeurs classiques. Mais évidemment, quand des bouquins comme les nôtres, que ce soit le tien, le mien, je rappelle Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels auxquels tu as participé et auxquels tu m'as fourni différents articles qui sont à l'intérieur. C'est pas simple pour un éditeur de se dire qu'il va réussir à vendre des bouquins de la part de parfaits inconnus, ce qui était mon cas également en sortant ce bouquin, et qui ne seront pas repris dans les médias et qui se, se prendront une chape de plomb. Donc du coup, Ah oui, ben, c'est c'est sûr que mais pareil. dans ton cas, tu avais déjà une petite notoriété sur YouTube qui permettait d'envisager Quelques centaines de ventes, quelques oui. ventes déjà. Alors moi, c'est vrai que l'éditeur a pris un gros risque. D'ailleurs, c'est extrêmement rare d'être édité quand on est personne, et surtout sous pseudonyme. Enfin, bon, j'ai eu vraiment de la chance de tomber sur cet éditeur-là qui a effectivement publié pas mal d'ouvrages sur le même thème. Ensuite, il y a les effets, il y a par exemple l'effet CNews Oui, bien sûr, qui a évidemment. fait Le Graal. beaucoup augmenter les ventes de ton livre. Qui a fait beaucoup augmenter les ventes de mon livre, certes, et qui m'a amené à une certaine notoriété qui a des impacts non négligeables sur ma vie professionnelle. Je ne veux pas en parler plus que ça, Oui, mais il y a ça aussi. un double effet CNews, et qui a un impact également de la part de. Tu as bien parlé des droites qui se croient de gauche et des gauches qui se croient de droite. Euh, voilà, et vous regardez les anciennes vidéos de ma chaîne sur ce que je raconte sur l'économie. Habituellement, ça aurait été assez difficile de la part de gens du capital de droite et de néolibéraux de venir me chercher pour me faire parler. Oui, mais J'étais toi, tu es dans la mouvance rouge-brun, rouge-brune. C'est-à-dire, tu étais de gauche et tu es passé à l'extrême droite, par Eh, l'arrière. c'est ça, mais du coup, mon passé à la CGT ou dans certains partis marqués très à gauche, ça fait des gens qui ne veulent plus me parler, qui considèrent aujourd'hui d'extrême droite. Des gens que j'ai sollicités, mais un nombre de fois incalculable pendant cette crise pour leur proposer d'abord mes travaux, et comme c'est arrivé aussi à Laure Mukeli, par exemple, et qui aujourd'hui, bah d'ailleurs, tu as vu, j'ai mis une chemise bleue.
voilà. Maintenant, aujourd'hui, je suis de droite assumée, on va dire. Et passer sur CNews, voilà, ça permet de rentrer dans une case du non écoutable, ce qui permet aussi à tous ces gens de gauche qui n'ont surtout pas envie, d'apprendre à quel point ils se sont fait berner et la folie totalitaire à laquelle ils ont participé activement et de ne jamais avoir à s'en rendre compte surtout en trouvant une bonne excuse pour ne jamais nous écouter et jamais nous lire, qui est de dire que dorénavant nous sommes de droite. Ah voilà. Bon, oui, de toute façon, je me fais pas d'inquiétude, ce sera comme en 45, il y aura une flopée de résistants de la 25e heure qui sortiront du bois et qui feront une bonne purge pour se prouver à eux-mêmes qu'ils ont fait quelque chose. Ça viendra, c'est juste, on ne sait pas quand. C'est ça, on sait pas quand. D'ici là, on peut toujours lire des livres, continuer à discuter, heu, Mmh. produire des articles aussi de temps en temps et puis voilà, chercher le débat au moins entre nous, puis rigoler un peu quand même. Bah, écoute, merci Euseb et puis, bah, au plaisir de te retrouver, un de ces 4 sur la chaîne Pourquoi pas pour parler d'autre chose, tant qu'à faire et puis, bah, merci à tous ceux qui nous ont écoutés et bonne continuation à tous. Merci à toi, merci à tous. Au revoir.